Au cours des 3 dernières années de la guerre, la principale transformation du conflit en Ukraine a été le modeste drone FPV. L'Ukraine a transformé un quadricoptère de 500 $ en l'une des armes les plus redoutées sur la ligne de front, et toutes les grandes armées du monde ont passé les 2 dernières années à tenter de rattraper leur retard. Mais les États-Unis ne se contentent plus de rester sur la touche. Au contraire, ils ont commencé à l'importer activement. Cela inclut les tactiques, la doctrine, les méthodes de fabrication et, dans certains cas, les véritables entreprises de drones ainsi que les personnes qui ont développé ce style de guerre dans les tranchées du Donbass. Mais si l'on creuse un peu plus, les États-Unis ne se contentent pas de copier le travail de l'Ukraine. Ils prennent l'idée géniale de l'Ukraine et en font quelque chose d'encore meilleur. Alors commençons par le début, car on ne peut pas comprendre ce que font les États-Unis aujourd'hui sans savoir ce que l'Ukraine a d'abord été obligée d'inventer. Lorsque la Russie a franchi la frontière en 2022, l'Ukraine ne disposait pas des stocks d'artillerie, de la force aérienne, ni des formations blindées nécessaires pour combattre la Russie de manière symétrique. Ce que l'Ukraine avait, c'était une culture technologique civile désespérée, décentralisée et incroyablement créative, ainsi qu'un besoin urgent de faire en sorte que les soldats russes aient peur de bouger. La réponse a été les drones en vue subjective, ou drones FPV, du même type que ceux que les amateurs faisaient courir à travers des parcours d'obstacles dans leur jardin pour s'amuser ou utilisaient pour prendre des photos de mariage. Une fois que vous attachez une ogive au quadricoptère et que vous placez un soldat dans une tranchée à quelques kilomètres de là avec une paire de lunettes vidéo, vous obtenez soudainement une munition guidée de précision qui coûte moins cher que la plupart des autres armes existantes. Et cette arme peut repérer et peut-être même détruire un char à travers une lisière boisée. Et l'économie d'une guerre où les drones dominent a directement influencé la conversation au sein du Pentagone. En avril 2025, certaines estimations suggéraient que les drones étaient responsables de 80% des pertes russes. Dans certaines zones du front, cette statistique grimpe jusqu'à 90%. Cela signifie que 9 pertes de véhicules sur 10 sont directement causées par des drones. Il n'y a pratiquement plus aucun endroit où se cacher sur le champ de bataille moderne. Chaque route, chaque lisière de forêt, chaque zone de rassemblement est surveillée par quelque chose de petit, bon marché et armé. Bien sûr, l'Ukraine n'est pas le seul pays à disposer d'un approvisionnement régulier en drones, car la Russie s'est adaptée et, dans certains cas, a réalisé des avancées significatives dans la guerre par drone. Les drones russes de type FPV et Kamikaze ont mis hors service des chars occidentaux, en particulier le Léopard 2 A6, qui est directement comparable au M1 Abrams américain. Au cours de la première année de la guerre, les pertes de chars ukrainiens comme les Léopards ont été principalement attribuées à la guerre par drone. Cela suggère qu'aucun camp n'était vraiment à l'abri de voir certaines de ses structures ou armes les plus robustes être détruites par des drones bon marché et facilement remplaçables. Mais l'Ukraine ne s'est pas contentée de bricoler des drones dans un garage. Elle a construit tout un écosystème industriel et bureaucratique autour de cette idée. Et cet écosystème est sans doute une exportation plus importante que les drones eux-mêmes. Le ministère ukrainien de la transformation numérique gère une plateforme appelée Brave One, qui est essentiellement une place de marché numérique où les commandants de première ligne peuvent parcourir des centaines de modèles de drones et commander du matériel comme on commanderait quelque chose sur Amazon, avec une livraison en à peine une semaine. Les unités de drones ukrainiennes filment ensuite leurs frappes et gagnent des points en fonction de la valeur de ce qu'elles détruisent, puis échangent ces points pour débloquer des drones plus avancés sur la même plateforme. Les unités endommagées peuvent bénéficier de réparations d'urgence dans des ateliers de première ligne en quelques heures, au lieu des semaines que cela prendrait via une chaîne d'approvisionnement militaire traditionnelle. Puis est venue la frappe qui a poussé le monde entier à prendre au sérieux le programme de drones ukrainien, non plus comme une simple nuisance sur le champ de bataille, mais comme une arme stratégique. En juin 2025, l'Ukraine a fait passer clandestinement un essaim de drones FPV à Bakou en profondeur sur le territoire russe, caché dans les toits de conteneurs de fret civil, puis les a lancés à distance contre 5 bases aériennes russes lors de l'opération Toile d'araignée. Les responsables ukrainiens affirment que la frappe a utilisé jusqu'à 117 drones et a touché 41 avions, y compris 2 bombardiers stratégiques 95 et 2 22. Certains des matériels militaires les plus coûteux et les plus difficiles à remplacer de la Russie. Ils ont estimé les dégâts à 7 milliards de dollars. Quelle que soit l'ampleur réelle des dégâts, le message et les conséquences étaient clairs. Des drones bon marché peuvent désormais menacer des moyens stratégiques à des milliers de kilomètres de toute ligne de front sans qu'aucun avion piloté ne franchisse une frontière. La Russie a rapidement été contrainte d'adopter une stratégie différente pour protéger ses bases éloignées, allant jusqu'à mettre des bâches sur les avions pour les rendre moins visibles sur les images satellites. Et cela n'est pas resté un conflit entre l'Ukraine et la Russie, puisque ces tactiques se sont répandues dans l'autre grand conflit qui se déroule en même temps. The Guardian a rapporté en mai 2026 que le Hezbollah a adopté des drones FPV à fibre optique au Liban, adaptant explicitement des techniques mises au point en Ukraine pour contourner la guerre électronique israélienne. L'un des environnements de brouillage les plus sophistiqués de la planète.
Lorsque les États-Unis sont entrés en conflit avec l'Iran à la fin du mois de février, Téhéran a réagi par des salves de drones à travers la région, et les forces américaines et alliées en ont abattu beaucoup. Mais l'ampleur même des attaques a révélé à quel point il est difficile et coûteux de se défendre contre des systèmes bon marché et produits en masse en utilisant des intercepteurs sophistiqués et onéreux. Le problème ici, c'est que les armes précédemment utilisées par les États-Unis étaient extrêmement efficaces en termes de préparation au combat, de capacité opérationnelle et de projection de puissance. Mais ce qu'elles n'étaient pas, c'est rentable. Prenez le drone longue portée le plus emblématique dont disposent les États-Unis. En juillet 2026, des responsables américains ont indiqué que plus de 30 drones Reaper MQ-9 avaient été détruits lors d'opérations en Iran. Il a été rapporté que ces drones avaient un coût unitaire d'environ 16 millions de dollars. Lorsqu'ils sont opposés à des drones jetables à faible coût, l'équilibre des forces penche en faveur de l'arme que vous pouvez lancer contre l'ennemi sans vous soucier de la sécurité de votre investissement. C'est donc la principale différence entre la façon dont les États-Unis et l'Ukraine ont conduit leurs conflits respectifs. Mais comment les États-Unis changent-ils soudainement leur approche? Commençons par la doctrine, car l'armée américaine est en train d'abandonner des décennies de sa propre doctrine. Le chef d'état-major de l'armée, le général Randy George, a déclaré au Congrès en 2025 que la technologie évolue trop vite pour continuer à compter sur de grands programmes d'acquisition qui prennent des années à développer et peuvent être obsolètes dès leur déploiement. Le secrétaire à la guerre, Pete Hegseth, a également signé une directive en juillet 2025 ordonnant que chaque escouade de l'armée soit équipée de systèmes sans pilote d'ici la fin de 2026. Et il n'a pas mâché ses mots sur les raisons pour lesquelles le Pentagone avait mis du temps à en arriver là, écrivant que la technologie des drones a été la plus grande avancée militaire d'une génération. À ce moment-là, certains changements à petite échelle étaient déjà en cours de mise en œuvre. En janvier 2025, la 3e brigade de la 10e division de montagne de l'armée a déployé 144 drones expérimentaux lors d'une rotation en Allemagne, plus qu'aucune unité n'en avait jamais amené à un exercice d'entraînement auparavant. Elle a également constitué 3 compagnies d'assaut de 80 soldats. Sur le champ de bataille, l'information, c'est le pouvoir. Mais une bataille reste invisible. Chaque jour, des courtiers en données collectent, regroupent et vendent vos données personnelles sans votre connaissance ni votre consentement. Notre sponsor du jour, Incogni, vous aide à effacer ces données de centaines de bases de données en seulement quelques clics. Vos données personnelles et familiales, comme adresse et téléphone, pourraient être en ligne sans que vous le sachiez. Cela peut entraîner des appels indésirables, des arnaques et des vols d'identité. C'est dangereux pour vous et votre famille. C'est pourquoi j'utilise Incogni. Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne peuvent pas vous trouver. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos données. Et les experts en confidentialité d'Incogni prendront en charge les suppressions personnalisées. Commencer ne prend que quelques minutes. Et après une autorisation unique, Incogni s'occupe du plus gros du travail pour vous. Reprenez le contrôle de votre vie privée dès aujourd'hui. Utilisez notre code spécial pour obtenir 60% de réduction sur n'importe quel abonnement annuel Incogni. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous et commencez à supprimer vos informations personnelles du web. Vous savez déjà que l'information, c'est le pouvoir. Utilisez maintenant ce pouvoir pour vous protéger et reprendre le contrôle de votre vie privée avec Incogni. Opérés en avant des bataillons, chacune organisée autour d'une section de reconnaissance, d'une section de mortier et d'une section de drones dédiés, pilotant des drones de surveillance, des munitions rôdeuses et des systèmes de lutte anti-drones. Il a été suggéré que les unités utilisent des drones Phantom Anduril, capables de rester en l'air plus d'1 heure, des systèmes de reconnaissance, PWC-100, et des munitions rôdeuses, Switchblade 600, qui utilisent la même ogive qu'un missile anti-char Javelin. En même temps, des soldats de la 101e division aéroportée pilotent des drones fabriqués avec des pièces imprimées en 3D. Et des troupes de la 10e division de montagne transportent des systèmes Skydio X X2D dans leur sac à dos de randonnée. L'armée a également créé son premier cours officiel de drone à Fort Rucker, désormais connu sous le nom de Fort Novosel, en août 2025. Un programme de 3 semaines combinant 20 à 25 heures de vol sur simulateur de type jeu vidéo, avec une formation pratique sur des systèmes réels. Il y a aussi des cours sur l'impression 3D et la conception assistée par ordinateur, CAO, car maintenir ces appareils en vol sur le terrain implique de pouvoir fabriquer des pièces sur place. La directrice du cours, le capitaine Rachel Martin, a qualifié cela de « simple effort de rattrapage », suggérant que les États-Unis étaient en retard dans ce domaine au niveau mondial et que c'était une tentative agressive pour combler cet écart. Pendant ce temps,
Le secrétaire de l'armée, Daniel Driscoll, a suggéré que les bataillons doivent devenir plus légers et arrêter d'avancer aussi loin qu'avant, car la densité démontrée par l'Ukraine signifie qu'un char de 10 millions de dollars peut être repéré et détruit par quelque chose qui coûte moins cher qu'une voiture d'occasion. Le corps des marines mène une version encore plus rapide et, franchement, plus rudimentaire de la même transformation. La 24e unité expéditionnaire des Marines a passé 3 semaines à Caen-le-Jeune à s'entraîner sur le Nereus Archer. L'Archer est un quadricoptère de 20 cm construit à El Segundo en Californie qui coûte environ 2000 $ et a été approuvé par Blue UAS, ce qui signifie qu'il ne contient pas de composants chinois qui dominent le marché des drones commerciaux et qui pourraient impacter la chaîne d'approvisionnement en cas de conflit plus large entre les États-Unis et la Chine, même par procuration. Le corps des Marines a également passé un contrat d'environ 17 millions de dollars pour environ 8000 drones Archer. Mais ce camp de formation intensif de 3 semaines montre aussi à quel point les États-Unis doivent rattraper leur retard par rapport aux acteurs déjà présents sur le marché. La Russie et l'Iran ont eu des années de combats réels pour perfectionner cette compétence. Le corps des Marines essaie de condenser cet apprentissage en 3 semaines, car l'alternative serait de déployer des Marines sans aucune réponse face à une menace que chaque adversaire déploie désormais systématiquement. Maintenant, c'est là que le problème de volume entre en jeu, car former des Marines et des soldats à piloter des drones ne sert à rien s'il n'y a pas assez de drones à distribuer. Le département de la Défense s'est fixé pour objectif de déployer des dizaines de milliers de drones FPV d'ici la fin 2026. À titre de comparaison, la Chine et la Russie peuvent en produire des millions par an. Mais il y a un grand écart entre le nombre de drones prévus et la main-d'œuvre ainsi que la formation nécessaire pour les piloter. Si vous donniez des millions de drones au corps des Marines demain, tous, sauf quelques milliers, resteraient sur une étagère, simplement parce qu'il n'y a pas encore assez de Marines formés pour les piloter. Le Pentagone a répondu à ce goulot d'étranglement en injectant de l'argent pour résoudre les 2 problèmes à la fois. L'armée a annoncé son intention d'acquérir au moins 1 million de drones au cours des 2 à 3 prochaines années. Le programme de suprématie des drones a mené sa première phase d'évaluation, surnommé le Gauntlet, à Fort Benning en février, visant à déployer 340 000 petits drones d'attaque dans les unités de combat d'ici la fin 2027. Et la demande de budget du Pentagone pour l'exercice 2027 a réservé 75 milliards de dollars pour les drones et les systèmes anti-drones, dont 54,6 milliards de dollars transitant par le groupe de travail sur les systèmes autonomes de la défense. Ce n'est plus un programme pilote. C'est le Pentagone qui essaie de construire en quelques années le type de base industrielle de drones que l'Ukraine a créé par pure nécessité en un seul hiver. Et même si l'argent est important, l'Ukraine représente quelque chose de bien plus précieux encore. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, assurez-vous de vous abonner à l'émission militaire pour recevoir les dernières nouvelles sur la guerre en Ukraine, ainsi que sur les développements géopolitiques et militaires mondiaux. L'Ukraine dispose d'informations sur le fonctionnement précis des drones, sur les systèmes contre lesquels ils sont les plus efficaces, ainsi que de plusieurs années de statistiques et d'images réelles du champ de bataille pour étayer tout cela. Ainsi, Hegseth a déclaré au Sénat qu'il avait personnellement approuvé la présence de personnel américain supplémentaire en Ukraine, spécifiquement pour étudier le champ de bataille des drones, tant en attaque qu'en défense. Le secrétaire d'État Marco Rubio est allé encore plus loin lors d'une interview sur Fox News, qualifiant les forces armées ukrainiennes de l'armée la plus forte et la plus puissante d'Europe, bâtie sur de nouvelles tactiques et techniques forgées sous la pression d'une guerre existentielle. Lorsque des barrages de drones liés à l'Iran ont frappé le Moyen-Orient en réponse aux opérations américaines, l'Ukraine a même proposé d'envoyer des drones et une équipe d'experts en drones pour aider à protéger les bases américaines en Jordanie. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a également suggéré qu'il avait déjà proposé un accord de production de drones de 50 milliards de dollars avec les États-Unis, qui n'a pas encore reçu de réponse officielle. Il semble donc que les États-Unis essaient de suivre 2 voies simultanément, en utilisant la production nationale de drones et une combinaison de tactiques nationales et étrangères pour pallier leurs faiblesses. Mais il n'y a pas que les tactiques et le personnel qui traversent l'Atlantique. Bien que le gouvernement américain n'ait pas signé d'accords officiels de production de drones avec le gouvernement ukrainien, des entreprises ukrainiennes de drones ont commencé à s'implanter sur le sol américain. F-Drones, un fabricant ukrainien fondé en 2023, qui est devenu un fournisseur majeur des forces ukrainiennes, est ainsi devenue la première entreprise ukrainienne autorisée par le gouvernement ukrainien à exporter des systèmes de drones militaires vers les États-Unis. Par l'intermédiaire de sa branche américaine, Ukrainian Defense Drones, l'entreprise construit sa première usine américaine à Holland, dans l'Ohio. Cet investissement est directement soutenu par un contrat du Pentagone dans le cadre du programme de domination des drones du département de la Défense, pour une commande initiale de 2000 drones FPV. L'arme clé ici est le drone d'attaque F-10 de F-Drones, qui a fait ses preuves au combat en Ukraine avant de jouer un rôle majeur lors de la première phase de l'évaluation de la domination des drones. La société apporte également son intercepteur anti-drone FF7.
un système conçu pour traquer et détruire les drones kamikazes bon marché du type Shahed iranien, la même famille d'armes qui a détruit des avions américains au sol en Arabie Saoudite en mars dernier. F-Drones fait également partie des 48 entreprises participant à la deuxième phase du programme de domination des drones qui devrait aboutir à la sélection de jusqu'à 10 lauréats et pourrait amener le Pentagone à acheter jusqu'à 60 000 drones supplémentaires. Mais ces chiffres restent encore relativement modestes. Le complexe industriel de défense de l'Ukraine est passé d'environ 1 milliard de dollars avant l'invasion à plus de 50 milliards de dollars aujourd'hui. Et le pays prévoit de produire plus de 8 millions de systèmes sans pilote rien qu'en 2026, contre environ 3 000 drones FPV que les États-Unis ont réussi à produire sur l'ensemble de l'année 2025. Ainsi, un projet de mémorandum de défense entre les États-Unis et l'Ukraine, rapporté par CBS News, irait encore plus loin, permettant à l'Ukraine d'exporter sa technologie militaire vers les États-Unis et de fabriquer des drones par le biais de co-entreprises avec des entreprises américaines. Voilà donc pour le volet importation d'histoire. Doctrine, personnel et maintenant de véritables fabricants. Mais voici la partie qui nous ramène au début de cette vidéo. Parce que les États-Unis ne font pas que copier l'Ukraine. Il existe des domaines précis où l'ingénierie américaine, la capacité industrielle américaine et la doctrine américaine de la guerre interarmes sont déjà prêtes à reprendre l'idée géniale de l'Ukraine et à la rendre nettement plus meurtrière. Le premier exemple concerne les munitions modulaires fabriquées à partir de stocks militaires existants plutôt qu'à partir d'ogives spécialement conçues. Prenez le programme Archer de Nero autour duquel le corps des Marines s'est organisé. Chaque pièce de munition militaire a normalement besoin d'un code d'identification du département de la Défense, un DODIC, qui exige une évaluation technique approfondie et un fabricant dédié avant que les troupes puissent l'utiliser. Ce processus est précisément le genre de lourdeur bureaucratique qui prend des années et que l'Ukraine n'a jamais eu le temps de supporter, et que le Pentagone a historiquement été incapable d'accélérer. La réponse du corps des Marines avec l'Archer était presque embarrassante de simplicité. Prendre de l'explosif plastique C4 et un détonateur électronique standard, tous deux déjà dotés de numéro DOD et déjà présents dans les stocks américains. Emballez le C4 dans un boîtier, faites passer le détonateur par l'arrière, puis vissez le tout. Soit un disque de fragmentation antipersonnel, soit une charge creuse, un pénétrateur formé par explosion à l'avant, selon que la cible soit de l'infanterie ou un blindé. Parce que la tête de guerre elle-même ne contient aucun explosif tant qu'elle n'est pas assemblée, elle n'a jamais eu besoin de son propre numéro DODIC, et les Marines n'ont jamais eu à réapprendre à manipuler une nouvelle catégorie d'explosifs puisqu'ils s'entraînent déjà en permanence avec le C4. Cette seule solution de contournement a permis au corps des Marines de faire passer cette arme d'un simple concept, juste après Noël, en janvier de l'année dernière, à une capacité de tir réelle déployée à Camp-le-Jeune. En un peu plus d'un an, en moins de temps qu'il n'en faut souvent à l'armée pour obtenir une seule pièce de rechange en rupture de stock. C'est une solution typiquement américaine qui utilise la profondeur et la standardisation d'une chaîne logistique mondiale existante pour contourner un goulot d'étranglement dans les achats plutôt que d'essayer de surpasser la Russie et la Chine en production unité par unité. Le second est résistant au brouillage grâce à des liaisons de contrôle analogiques et à fibre optique délibérément à l'ancienne. L'environnement de guerre électronique de l'Ukraine contre la Russie est l'un des plus denses et des plus sophistiqués au monde. Et les deux camps ont appris que les systèmes de contrôle et de caméras numériques, bien que plus nets et plus précis, ont tendance à tomber en panne dès qu'ils sont brouillés. La plateforme Archer utilise intentionnellement une caméra et un système de contrôle analogique plutôt que numérique, qui se dégrade progressivement sous l'effet du brouillage. Au lieu de s'arrêter d'un coup, cela permet à l'opérateur de gagner un peu plus de temps pour ramener le drone à la base ou terminer une frappe, même dans des conditions électromagnétiques contestées. En fait, les forces ukrainiennes et russes ont adopté des drones à fibre optique enroulés pour la même raison. Puisqu'une liaison filaire ne peut pas être brouillée, et les unités américaines testent déjà cette même approche à fibre optique, avec des variantes de l'Archer à fibre optique dévoilées fin 2025. Associer ce type de résilience à l'investissement bien plus important de l'Amérique dans la recherche sur la guerre électronique et le renseignement électromagnétique, développé au fil de décennies d'une défense bien plus vaste. Avec un budget de R&D bien supérieur à tout ce que l'Ukraine ou la Russie ont jamais eu, cela constitue un véritable domaine où les États-Unis peuvent prolonger ce que l'Ukraine a commencé plutôt que de simplement le reproduire. Le troisième point est le guidage autonome, qui représente en réalité un avantage en intelligence artificielle et en ingénierie de précision que les États-Unis sont particulièrement bien placés pour exploiter. Les drones FPV ukrainiens sont majoritairement pilotés manuellement, ce qui signifie que leur efficacité est limitée par les compétences d'un opérateur individuel qui regarde un flux vidéo analogique. Mais l'intercepteur FF7, que F-Drone construit actuellement dans l'Ohio, montre la direction que cela va prendre ensuite. Pendant la phase terminale d'un engagement, le pilote ne contrôle que la vitesse du drone, tandis qu'un guidage automatique s'occupe de tout le reste, permettant essentiellement à une cellule bon marché de se diriger elle-même vers une cible avec une précision qui ne dépend pas du temps de réaction ou du sang-froid d'un humain sous le feu. Associer ce type d'autonomie embarquée à la base de semi-conducteurs américaine, à son écosystème de recherche en vision par ordinateur et à son vivier bien plus important de talents en ingénierie logicielle.
Que ce soit l'Ukraine ou la Russie, aucun de ces deux pays ne dispose d'autant de ressources, c'est donc un domaine où les États-Unis peuvent complètement dépasser l'essaim piloté manuellement. Le quatrième point est ce qu'on appelle la déconfliction interarmes, ce qui peut sembler très technique, mais c'est en réalité l'un des problèmes les plus difficiles de la guerre par drone, et c'est un domaine dans lequel l'armée américaine a passé 80 ans à se perfectionner. Pour la coordination des appui-feu, l'armée américaine ne considère pas un drone d'attaque à sens unique comme fondamentalement différent d'un F-18. Car les deux sont des effets létaux qui doivent être séparés des troupes amies qui manœuvrent à proximité. Mais les États-Unis disposent déjà de mesures étendues concernant leurs autres options offensives aériennes et le même concept peut s'appliquer aux drones. Et comme les États-Unis ont été plus lents à adopter les drones à grande échelle, ils ont en réalité l'opportunité d'intégrer l'utilisation des drones dans une doctrine interarmes dès le départ plutôt que de l'ajouter après coup. Et la cinquième et dernière partie, c'est la base industrielle elle-même, l'ampleur de la production manufacturière américaine, la production de semi-conducteurs et le capital du secteur de la défense auquel l'Ukraine n'a jamais eu accès. L'Ukraine a construit une industrie de drones de 50 milliards de dollars à partir de rien, sous la pression de la guerre. Un exploit extraordinaire à tout point de vue. Les États-Unis essaient d'utiliser les mêmes bases technologiques et innovantes qui ont permis cette industrie et de les transférer directement dans leur propre complexe militaro-industriel national. Pour le monde extérieur, il semble que Poutine ait déjà fort à faire en Ukraine. Mais dans les profondeurs du Kremlin, des plans sont en train d'être élaborés. Poutine voit une opportunité. Il se sent aussi désespéré. Et lorsque cette combinaison enivrante existe, la réponse de Poutine est toujours de faire la seule chose que personne ne veut qu'il fasse. Passer à l'escalade. Une escalade au-delà de tout ce que nous avons vu jusqu'à présent arrive. C'est ce qu'affirment les services de renseignement américains, qui disent qu'une attaque russe contre l'OTAN est imminente. Nous allons expliquer pourquoi et à quoi pourrait ressembler cette attaque dans cette vidéo. Mais d'abord, voici ce que nous avons découvert grâce aux renseignements eux-mêmes. La nouvelle est tombée le 8 août. Selon de nouveaux renseignements américains, la Russie prévoit de tester la détermination collective de l'OTAN en lançant ce qu'elle appelle une attaque limitée contre un pays allié de l'OTAN. La nature de cette attaque fait évidemment débat. Les meilleures hypothèses vont d'une cyberattaque à une incursion de petite envergure contre la nation, que Poutine pourrait considérer comme l'une des plus faibles de l'alliance de l'OTAN. Cependant, quelle que soit la forme que pourrait prendre l'attaque, ce que Poutine veut faire, c'est tester à quel point la détermination de l'OTAN est solide dans le paysage géopolitique actuel, surtout en ce qui concerne le déclenchement de l'article 5 de la charte de l'OTAN, en réponse à une telle attaque. Selon cet article, tous les membres de l'OTAN ont le devoir de venir en aide à tout autre membre qui subit une attaque sur son propre territoire. Poutine examine cet article et se demande s'il est aussi solide que l'OTAN le prétend. Le dirigeant russe commence à penser qu'un test est nécessaire, selon les services de renseignement américains, et ce test pourrait arriver plus tôt que ce que tout le monde aurait pu imaginer. CNN rapporte que 3 sources proches du briefing des renseignements affirment que cette prochaine attaque russe pourrait être lancée dans les prochaines années. Dans son rapport, le Télégraphe propose un délai beaucoup plus court. L'attaque pourrait ne pas avoir lieu dans quelques années, affirme le média. Il se pourrait qu'il ne s'agisse que de quelques semaines avant que Poutine ne déclenche ce que lui et ses acolytes préparent depuis le Kremlin, ou, plus probablement, en se terrant dans l'un des nombreux bunkers de leurs dirigeants. Le Télégraphe affirme que ce que la Russie a prévu pourrait commencer dès cet automne, alors que le Kremlin envisage ses options concernant les prochaines étapes en Ukraine et au-delà. En juillet dernier, ces options, recueillies à la fois auprès des services de renseignement américains et européens, allaient d'une provocation armée sur le sol polonais à des attaques contre des infrastructures critiques de l'OTAN, et même à des opérations sous faux drapeau, destinées à faire porter la responsabilité à l'Ukraine et à créer des divisions au sein de l'OTAN. L'une de ces options s'est réalisée, ce dont nous parlerons plus en détail bientôt. Mais en ce qui concerne ces dernières informations, une question évidente se pose. À quoi ressemblera réellement le grand test de la Russie envers l'OTAN ? C'est ici que les choses deviennent floues, comme c'est si souvent le cas avec les plans russes. Tout ce que nous savons avec certitude pour l'instant, c'est que les renseignements indiquent que Poutine est de plus en plus disposé à autoriser des actions provocatrices sur le territoire de l'OTAN, rapporte CBS News. Les tactiques hybrides semblent être le pari le plus évident. De telles attaques exercent une pression sur l'OTAN, tout en permettant à la Russie de nier toute implication. Nous en avons vu un parfait exemple en Allemagne plus tôt en août. Là-bas, un drone chargé d'explosifs a été retrouvé dans un aéroport à Leipzig. Depuis, ce drone a été examiné par les États-Unis et déterminé comme étant d'origine russe, selon des responsables qui se sont confiés à CBS. Cependant, c'est exactement le genre de choses que la Russie peut nier. Que le drone ait explosé ou non, les proches de Poutine se seraient immédiatement défendus. Ce n'était pas nous, l'Allemagne doit avoir un problème avec les terroristes. Peut-être que si le pays n'était pas aussi anti-russe, rien de tout cela ne se produirait. Clin d'œil, coup de coude, coup de coude. Peut-être que l'Allemagne devrait regarder du côté de l'Ukraine, ça pourrait être eux. Littéralement, n'importe quoi sortira de la bouche des porte-paroles de Poutine.
pour gagner du temps et nier, pour semer la confusion et la division, ce qui est justement le but de la guerre hybride menée par la Russie. Donc davantage de ce qui s'est passé à Leipzig est une possibilité, mais la Russie a d'autres options, encore plus inquiétantes. La perspective d'une incursion limitée est évoquée par le rapport des services de renseignement américains. Rappelez-vous, l'objectif de Poutine est de tester la réaction de l'OTAN. La guerre hybride et les tactiques cybernétiques font partie des plans de la Russie, mais elles font partie de ce que Poutine fait depuis un certain temps déjà. Le véritable test réside dans le déclenchement de l'article 5, dont nous avons parlé plus tôt, et plus précisément dans la manière dont les États-Unis réagiraient à une escalade russe à la suite de leur campagne d'épuisement contre l'Iran. C'est ce qu'affirme Heather Conley, qui est chercheuse principale à l'American Enterprise Institute. Elle déclare au Wall Street Journal que la question est de savoir comment les États-Unis réagiraient dans ce cas. Cela a toujours été un objectif de la Russie de remettre en cause la crédibilité de l'OTAN et de séparer les États-Unis de leurs alliés. Il n'existe pas de test plus révélateur de cette réaction qu'une incursion sur le territoire d'un allié de l'OTAN. Surtout s'il s'agit de l'un des alliés que l'administration Trump estime ne pas faire assez d'efforts pour assumer sa part en tant que membre de l'OTAN. La Pologne a été mentionnée, bien que personne ne puisse accuser ce pays de ne pas remplir ses obligations envers l'OTAN. La Pologne consacre une plus grande part de son produit intérieur brut, ou PIB, à la défense que tout autre membre de l'OTAN, y compris les États-Unis. En 2025, la Pologne a consacré 4,48% de son PIB à son armée. D'autres options possibles se trouvent dans la région baltique. Les États baltes, de Lituanie, d'Estonie et de Lettonie, sont tous relativement petits et vulnérables, comme le souligne le Guardian. Une provocation dans l'un de ces États, comme l'envoi de groupes armés non identifiés dans un territoire occupé, ou même le lancement d'assauts contre le flanc est de l'OTAN, serait une véritable épreuve de la détermination de l'organisation. Si la Russie a l'intention de mettre à l'épreuve l'article 5, alors une petite annexion territoriale semble être le choix le plus évident. Et selon Newsweek, un tel test tomberait à point nommé s'il avait lieu dans les prochains mois. Le scénario est simple. La Russie envoie des troupes, avec ou sans insigne, sur le territoire d'un allié de l'OTAN. L'Estonie ou la Lettonie semblent être les choix les plus évidents, car toutes deux partagent une frontière avec la Russie. Ces troupes n'essaient pas de marcher sur la capitale, comme elles l'ont fait lorsque la Russie a envahi l'Ukraine en 2022. À la place, elles franchissent la frontière et occupent le territoire, défiant presque les forces baltes de réagir à leur présence. Pour l'OTAN, un dilemme se présente. Newsweek souligne que de nombreux membres de l'OTAN se sont engagés à augmenter leurs dépenses de défense et à renforcer leurs forces armées. Mais ces engagements s'étendent sur plusieurs années, ce qui signifie qu'ils ne sont potentiellement pas prêts à répondre avec assurance à une telle démonstration de force de la part de la Russie. Une attaque à grande échelle contre l'OTAN serait différente. La Russie ne se contenterait pas de titiller l'ours, elle lui donnerait des coups de pied en plein visage à plusieurs reprises, jusqu'à se faire mordre. Ce n'est pas ce que Vladimir Poutine veut. Il sait que la Russie aurait du mal à faire face à toute la puissance de l'OTAN, tout en combattant en Ukraine. Mais une petite prise de territoire, c'est différent. Cela met l'article 5 à l'épreuve, car cela oblige les membres de l'OTAN à se demander si cela vaut vraiment la peine de mobiliser des forces pour quelques kilomètres carrés de territoire frontalier. La Russie n'aurait pas non plus à consacrer un grand nombre de troupes à une telle opération, ce qui est précisément ce dont Poutine a besoin, alors que tant de ses soldats sont encore embourbés. Tout ce dont la Russie a besoin dans ce scénario, c'est de s'emparer d'une petite portion de territoire, et d'attendre ensuite de voir ce que l'OTAN va faire. Dans le monde parfait de Poutine, l'OTAN ne réagirait pas, la Russie proclamerait une victoire. Le territoire en lui-même n'aurait pas autant d'importance que ce que représente l'échec à défendre ce territoire. Vous voyez, déclarerait le Kremlin, cette alliance de défense collective dans laquelle vous investissez votre argent ne vous a pas aidé. La crédibilité de l'OTAN serait réduite en miettes, surtout parmi les petites nations qui comptent sur leur appartenance à l'OTAN pour leur défense. Les campagnes de propagande et de désinformation qui s'ensuivraient seraient d'une ampleur jamais vue, créant la division que Poutine souhaite voir au sein de l'OTAN. Peut-être que tout cela semble irréaliste. Cependant, les services de renseignement américains soulignent essentiellement que Poutine pense avoir plus d'options sur la table qu'à n'importe quel autre moment depuis qu'il a lancé son invasion de l'Ukraine. La possibilité d'une invasion russe, à petite échelle ou autre, était autrefois considérée comme lointaine. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Chaque semaine qui passe, la perspective d'une telle action de la part de Poutine grandit, affirment les services de renseignement américains. Si la Russie tente une petite prise de territoire, sa stratégie serait de faire entrer rapidement des troupes, installer des systèmes de guerre électronique pour brouiller les communications de l'OTAN, et déployer des défenses aériennes pour rendre l'espace aérien dangereux pour tout avion de chasse qui tenterait de le contourner. Ce ne sont pas des spéculations. Comme le souligne Newsweek, l'OTAN planifie activement et s'entraîne à ce type de scénario lors de jeux de guerre impliquant son corps de réaction rapide allié, qui serait le premier sur place si une telle tentative d'annexion avait lieu. En d'autres termes, l'OTAN se prépare à ce que quelque chose de ce genre se produise. Cependant, les exercices militaires qu'elle mène sont tous basés sur un scénario où la Russie attaque l'un des États baltes en 2030. Les services de renseignement américains affirment que ce que la Russie a prévu pourrait arriver dès l'automne. C'est le problème auquel l'OTAN est maintenant confrontée. Mais des questions subsistent au-delà de ce que la Russie pourrait tenter de faire. La principale question, qui est aussi la plus importante, est la suivante. Pourquoi maintenant ? Qu'est-ce qui a changé dans l'esprit de Poutine ?
pour qu'il soit non seulement prêt à autoriser une provocation d'une ampleur que nous n'avons jamais vue auparavant, mais aussi prêt à tester l'OTAN à un moment où son armée est encore embourbée en Ukraine. Et bien, ce qui se passe en Ukraine fait probablement partie de la réponse à ces questions. Mais avant d'aller plus loin, petit rappel, vous regardez l'émission militaire. Vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne? C'est donc le moment idéal pour appuyer sur le bouton et activer les notifications afin de ne manquer aucune de nos vidéos. Une chose que l'on peut dire à propos des renseignements américains, c'est que l'idée que Vladimir Poutine teste les réactions de l'OTAN n'est pas nouvelle. Les provocations font partie de la stratégie de la Russie pour l'Europe, depuis des années, et la Russie a déjà commencé à intensifier ses actions, même si ce n'est pas au point de déployer des troupes au sol. Nous avons mentionné une menace contre la Pologne plus tôt dans la vidéo. Début juillet, les agences de renseignement américaines ont averti la Pologne que la Russie préparait quelque chose sur son territoire, probablement une attaque contre le pays. La nature de cette attaque faisait l'objet de spéculations à l'époque. Fin juillet, nous avons peut-être vu ce que la Russie avait prévu. Le 30 juillet, un missile russe est entré dans l'espace aérien polonais. Ce n'est pas aussi rare que vous pourriez le penser. Des missiles sont déjà entrés dans l'espace aérien polonais auparavant, pour ensuite retourner vers l'Ukraine. Mais celui-ci était différent. Le missile a été suivi alors qu'il franchissait la frontière entre la Pologne et l'Ukraine, et il a simplement continué sa trajectoire. L'OTAN et la Pologne ont déployé des forces aériennes, qui ont suivi le missile jusqu'à ce qu'il s'écrase finalement dans un champ, laissant un énorme cratère, mais ne faisant aucune victime. Une enquête ultérieure a révélé que le missile était un missile de croisière russe, KH-101, et qu'il avait pénétré à 90 km à l'intérieur de la Pologne, depuis la frontière ukrainienne. Le point que nous soulevons ici concerne la crédibilité. Les services de renseignement américains ont averti que quelque chose allait arriver à la Pologne, puis quelque chose est effectivement arrivé à la Pologne. Poutine a mis à exécution la menace que les États-Unis disaient imminente, même si c'est d'une manière qui permet encore au Kremlin de nier toute responsabilité. Le Kremlin peut prétendre que le missile a été détourné vers la Pologne par la guerre électronique de l'Ukraine. Tout cela serait un accident. Cela semble peu probable. C'était un test, et la Russie en a mené beaucoup alors qu'elle intensifie ses actions. Quelques jours avant que le KH-101 le s'écrase dans un champ polonais, les forces de l'OTAN en Roumanie ont abattu 3 drones en 3 jours, tous ayant pénétré dans l'espace aérien de l'OTAN. Avant tout cela, le Atlantic Council a noté en juin que la Russie intensifiait sa guerre de l'ombre contre l'OTAN, dans le but de saper le soutien à l'Ukraine. Des attaques incendiaires visant le Premier ministre britannique de l'époque, Keir Starmer, ont été mentionnées, ainsi que des actes de sabotage, de vandalisme et de surveillance menés par des réseaux de relais opérant dans des pays européens. Donc, lorsque les services de renseignement américains affirment que d'autres attaques pourraient survenir prochainement, il faut prendre cela au sérieux. Mais une question demeure. Pourquoi maintenant? Il ne s'agit pas seulement d'intimidation, c'est tout ce qui intéresse Poutine, et le genre d'attaque hybride que nous venons de mentionner suffirait à la Russie. Mais Poutine cherche à intensifier les choses. Et l'une des raisons, comme l'a suggéré l'ancien ambassadeur américain auprès des Nations Unies, John Bolton, en s'exprimant sur CNN, est que Poutine pourrait percevoir une certaine crainte du côté américain. Eh bien, je pense qu'il observe de très près l'administration Trump en Iran. Et ce qu'il sent, c'est la peur. Bolton ajoute « La peur que Trump se retrouve dans une situation où il n'a pas de solution immédiate au problème des prix de l'essence à la pompe pour les consommateurs américains. » Bolton souligne que les élections de mi-mandat sont dans seulement quelques mois, et que les États-Unis sont toujours impliqués en Iran. La crainte en question concerne le risque d'entrer dans un autre conflit, si près des élections de mi-mandat. Si la Russie frappe à l'automne, les États-Unis seront confrontés à un dilemme. Si l'article 5 est déclenché, Trump pourrait craindre d'offrir le type de réponse que les États-Unis sont tenus de fournir en vertu de leur engagement envers l'OTAN. Car entrer dans une seconde guerre, alors qu'il en mène déjà une qu'il avait promis de terminer, à ce stade pourrait être une condamnation politique pour l'administration Trump. Dès le mois d'avril, Bloomberg affirmait que l'opération Epic Fury avait fini par donner aux États-Unis une image de faiblesse aux yeux de leurs adversaires, surtout après qu'un cessez-le-feu initial ait été conclu. Le choc et l'effroi de la campagne aérienne ont peut-être été impressionnants, mais cela n'a pas permis d'obtenir un résultat face à un régime prêt à camper sur ses positions. De plus, les États-Unis ont épuisé une grande partie de leur stock de missiles en Iran, et il est peu probable qu'ils veuillent entrer dans un nouveau conflit avec la Russie, même si l'article 5 est déclenché. Poutine voit tout cela, et il sait peut-être qu'il a une occasion de battre le fer tant qu'il est chaud, et que les États-Unis sont réticents à l'idée de s'engager dans une nouvelle guerre. Cependant, il y a autre chose en jeu ici. La peur joue certainement un rôle dans ce que Poutine a prévu. Cependant, ce n'est pas seulement la crainte des États-Unis de se retrouver impliqués dans une seconde guerre qui préoccupe le dirigeant russe. Si les services de renseignement américains ont raison, et que Poutine prépare quelque chose allant jusqu'à une possible annexion territoriale, alors cela montre aussi que Poutine craint son propre peuple. Il est désespéré parce qu'il avait promis à la Russie une victoire facile en Ukraine, il n'a pas tenu parole, et il a maintenant besoin de détourner l'attention de son échec flagrant. Dans ce scénario, l'OTAN est la diversion idéale, le grand méchant loup que Poutine va provoquer afin de justifier l'escalade de la campagne militaire russe. L'ancien secrétaire à la défense des États-Unis, Léon Panetta,
déclare à CNN que ce qui se passe en Ukraine pourrait expliquer le désir de Poutine d'intensifier la provocation contre l'OTAN. Je pense que Poutine est frustré parce qu'il ne trouve pas d'issue pour gérer la situation en Ukraine, déclare Léon Panetta, ajoutant qu'il a subi un sérieux revers et qu'il cherche, selon lui, d'autres moyens d'affirmer l'agressivité russe. En d'autres termes, Poutine a besoin d'un coup de force qui montre au monde et à son propre peuple que la Russie reste une menace. Ce coup de force est nécessaire à cause du terrible état de l'offensive russe en Ukraine. Malgré le lancement d'une vaste offensive terrestre au printemps et en été en Ukraine, les gains de la Russie ont été minimes. En fait, en avril comme en mai, la Russie a perdu du territoire en Ukraine, à hauteur de 116,01 et de 281,1 km², selon l'Institut pour l'étude de la guerre, ou ISW. La Russie a réussi à renouer avec les gains en juin et en juillet, mais elle n'a récupéré qu'un peu moins de 70 km² au cours de ces 2 mois, rapporte l'ISW. Et le début du mois d'août ne s'annonce pas beaucoup mieux. Poutine a intensifié les frappes aériennes de la Russie contre l'Ukraine pour compenser cette progression lente, profitant du manque d'intercepteurs de missiles balistiques côté ukrainien pour viser la population civile du pays. Une frappe nocturne en août a tué 2 autres personnes et en a blessé 13. Ce ne sont pas des victoires militaires pour la Russie, mais c'est tout ce que Poutine peut montrer pour sa campagne désastreuse en Ukraine en ce moment. Le problème avec Poutine, c'est que le désespoir ne le pousse pas à reculer. Les révélations contenues dans la dernière série de renseignements américains en sont la preuve. Le président russe est le plus dangereux lorsqu'il est acculé. Il est bien plus susceptible de réagir violemment que de se soumettre. Et lorsque s'en prendre à l'Ukraine ne fonctionne pas, Poutine cherche d'autres cibles. Il a besoin de distraction pour empêcher son peuple de penser au fait que la Russie subit plus de 30 000 pertes par mois en Ukraine. Il veut qu'ils ignorent l'odeur de carburant brûlé causée par les frappes ukrainiennes sur les raffineries et la hausse des prix dans les supermarchés. Poutine a besoin de soutien pour son agression, et une provocation contre l'OTAN pourrait être le moyen d'y parvenir. Poutine veut tester l'OTAN, mais il ne verrait pas d'un mauvais œil si l'OTAN répondait par la force. Cela lui donnerait la justification dont il a besoin pour intensifier le conflit. C'est pourquoi la guerre en Ukraine commence à déborder au-delà des frontières ukrainiennes. Poutine joue gros, mais il a le sentiment d'avoir une main gagnante dans tous les cas. S'il lance une attaque sur le territoire de l'OTAN et qu'il n'y a pas de réponse, Poutine remporte une victoire en termes de crédibilité. S'il y a une réponse, Poutine peut utiliser la désinformation pour convaincre le peuple russe que l'OTAN fait enfin ce qu'il avait prédit, et que la Russie doit se mobiliser pour combattre au-delà des frontières de l'Ukraine. Dans tous les cas, Poutine reste au pouvoir. Son désespoir conduit à encore plus de catastrophes. Mais dans ce désastre, Poutine pourrait bien voir une chance de survivre en tant que président de la Russie. Et c'est pourquoi l'OTAN doit s'inquiéter et prendre très au sérieux les renseignements américains. Une ligne rouge a été franchie, mais ce n'est pas l'une des nombreuses lignes rouges tant vantées par la Russie, dont chacune était censée mener à une escalade qui ne s'est jamais matérialisée. Cette fois, c'est la Russie qui a franchi le point de non-retour. Un missile russe a pénétré en Pologne. La réaction est la dernière chose à laquelle Poutine s'attendait. La Pologne a annoncé qu'elle est prête à faire la seule chose que même l'OTAN, et surtout la Russie, craignent depuis des années. Elle va commencer à abattre les missiles russes. Mais la Pologne ne se limite pas à son propre territoire. Elle menace de commencer à détruire les missiles russes alors qu'ils survolent l'Ukraine. Le 6 août, le ministre polonais des Affaires étrangères, Radoslaw Sikorski, a accordé une interview à la radio polonaise. Alors qu'il répondait aux questions, Radoslaw Sikorski devait avoir en tête les propos de l'ancien premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki. Plus de missiles patriotes pour l'Ukraine. Telle fut la déclaration de Mateusz Morawiecki, qu'il a faite après qu'il a été révélé que la Pologne avait livré davantage de missiles patriotes à ses alliés ukrainiens. Finalement, on lui a posé une question sur ses propos pendant l'entretien. Radoslaw Sikorski avait une réponse toute prête, et il a choqué tous les auditeurs lorsqu'il l'a donnée. De plus en plus de personnes meurent, alors la question se pose. Ne vaudrait-il pas mieux abattre les missiles russes au-dessus de l'Ukraine, plutôt que, peut-être plus tard, au-dessus de la Pologne ? C'est un sujet qui mérite une discussion très sérieuse, et qui ne devrait pas devenir l'otage de la rivalité politique entre partis, a déclaré Radoslaw Sikorski. Et voilà, la boîte de Pandore a été ouverte. Le ministre des Affaires étrangères de la Pologne a déclaré à la radio nationale qu'il serait plus logique pour la Pologne d'abattre simplement les missiles russes sur son propre territoire et au-dessus du territoire ukrainien, plutôt que d'attendre la possibilité que ces missiles se dirigent vers la Pologne. Ne supposez pas que le pire scénario pour la Pologne ne pourrait jamais se produire, avertit Sikorski. L'agression de la Russie pourrait ne pas se limiter à l'Ukraine. Si Poutine réussit, il pourrait bien tourner son ambition malsaine vers d'autres anciennes nations soviétiques. La Pologne fait partie de ces pays. Et elle ne veut pas retomber sous un nouveau joug soviétique. Les commentaires de Tuchowski ne sortent pas de nulle part. Le ministre polonais des Affaires étrangères a une très bonne raison de soutenir que son pays devrait abattre les missiles russes au-dessus de l'Ukraine avant qu'ils ne se dirigent vers la Pologne.
Et cette raison remonte à un incident qui a eu lieu vers la fin du mois de juillet. Alors que la Russie lançait une nouvelle attaque barbare de missiles balistiques sur Kiev et la région environnante, tuant au moins 9 personnes au passage, l'un des missiles russes semblait s'être égaré. Au lieu de frapper l'Ukraine, ce missile a franchi la frontière de l'Ukraine avec la Pologne et a continué sa trajectoire. Des avions militaires de l'OTAN et de la Pologne ont été déployés, et ils ont observé le missile pour s'assurer qu'il ne se dirigeait pas vers un endroit où il pourrait représenter un danger pour la vie humaine. Le missile a continué sa trajectoire. Lorsqu'il est finalement tombé, il se trouvait à environ 90 km à l'intérieur du territoire polonais. Les avions de chasse avaient accompli leur mission. Le missile russe a simplement explosé dans un champ vide, laissant derrière lui un énorme cratère. Mais l'incident a soulevé de nombreuses questions. La principale étant, la Russie a-t-elle fait cela intentionnellement ? La Pologne était prête à abattre ce missile s'il devenait une menace sur le territoire polonais. Le projectile a ensuite été identifié comme un missile de croisière russe KH-101. Et CNN a ensuite rapporté que la Pologne et l'OTAN ont déployé ensemble 2 avions de chasse, un hélicoptère, un avion d'alerte avancée et un avion ravitailleur en vol. La même source indique que les avions de chasse de l'OTAN étaient littéralement à quelques secondes d'abattre le missile russe dans le ciel, avant qu'il ne devienne évident qu'il s'écraserait sans causer de dégâts. Il semble que la logique a été de mieux conserver les armes qui auraient été utilisées pour un événement futur, plus dangereux. À la suite de l'attaque, le vice-ministre polonais de la Défense, Cezary Tomczyk, a révélé qu'environ 2 douzaines de missiles avaient été suivis en direction de la Pologne lors du bombardement russe. Tous, sauf un, ont finalement atterri en Ukraine. Néanmoins, ce chiffre est préoccupant. Plus de 20 missiles russes auraient pu pénétrer dans l'espace aérien polonais. Donc si vous cherchez le contexte des propos de Sikorski, le voici. Le ministre des Affaires étrangères de la Pologne ne dit pas simplement que son pays devrait abattre des missiles russes au-dessus de l'Ukraine pour le plaisir. L'un de ces missiles vient de frapper la Pologne. Accidentellement ou non, cela fait de chaque missile russe qui vole en direction de la Pologne une menace. La menace doit être détruite, dit Sikorski, même si cette menace se trouve encore dans l'espace aérien ukrainien. Ce que Sikorski suggère représente une énorme escalade. On peut presque entendre les plaintes venant du Kremlin à l'instant même. Quel droit la Pologne a-t-elle d'abattre des missiles russes au-dessus de l'Ukraine ? Les menaces ne tarderont pas. Les accusations d'escalade seront lancées. Le missile russe qui vient de frapper la Pologne sera ignoré, ou au mieux présenté comme un accident. La Russie tentera d'intimider et de cajoler, ce qui sont 2 pratiques courantes. Mais en ce qui concerne la Pologne, Poutine devrait être particulièrement inquiet que Sikorski et le gouvernement polonais mettent leurs menaces à exécution, car la Pologne a déjà envisagé quelque chose de similaire auparavant. En juillet 2024, on a appris que la Pologne envisageait d'abattre des missiles russes au-dessus de l'Ukraine, dans le cadre d'un accord de défense conjoint entre les 2 pays. Encore une fois, Sikorski était au centre de la proposition, à la suite d'un incident où des missiles russes étaient entrés dans l'espace aérien polonais pendant environ 40 secondes, avant de retourner vers l'Ukraine. Les discussions de 2024 n'ont rien donné, mais maintenant, le type d'incident que Sikorski a toujours redouté s'est produit, et la Pologne est aujourd'hui plus prête que jamais à faire goûter à la Russie sa propre médecine. La Pologne a déjà commencé à abattre des drones russes au-dessus de son propre territoire, comme elle l'a fait en septembre 2025, lorsque la Russie a envoyé 19 drones en Pologne en une seule journée. Le KH-101, qui est entré en Pologne fin juillet, aurait été abattu s'il avait représenté une menace claire pour des vies humaines ou une installation clé. Ce n'est pas un grand pas pour la Pologne d'étendre sa politique d'interception à l'Ukraine, du moins en ce qui concerne la distance que les défenses polonaises devraient couvrir. Mais il est impossible de nier un fait simple. Si la Pologne va jusqu'au bout, ce serait le genre d'escalade que la Russie n'a jamais anticipé et que l'OTAN a toujours redouté. Beaucoup diraient que c'est justifié. Piotr Wojtka, qui est le directeur de l'Institut du flanc Est, qui est basé à Bruxelles, dit à LRT « La neutralisation serait la bonne réponse en termes politiques, car les Russes ne comprennent que la force lorsqu'il s'agit de confrontation. La Pologne établirait un précédent dangereux si elle commençait à détruire des missiles russes au-dessus de l'Ukraine, mais le Kremlin comprendrait que la Pologne est sérieuse. » Et n'oubliez pas qu'il y a eu des rumeurs selon lesquelles la Russie aurait déjà envisagé une sorte de confrontation avec la Pologne. Le 3 juillet, le Télégraphe a rapporté que les États-Unis avaient adressé plusieurs avertissements à la Pologne concernant le fait que la Russie planifiait une sorte de provocation armée sur le sol polonais, probablement pour tester la détermination de l'OTAN. On pourrait dire qu'un missile s'écrasant sur le territoire polonais est à peu près la provocation armée la plus extrême qui soit, et la Pologne le sait. Les paroles de Sikorski ne sont pas creuses. La Pologne sait que la guerre en Ukraine a atteint un point de bascule, et que Poutine pourrait se tourner vers les alliés de l'OTAN pour détourner l'attention de son peuple des mauvais résultats de la Russie en Ukraine. La provocation a eu lieu. Le ministre des Affaires étrangères de la Pologne a répondu en disant qu'il est grand temps que la Pologne donne une leçon à la Russie. Et si le débat a lieu et que la Pologne commence à détruire des missiles russes, ce sera énorme pour l'Ukraine. Il y a 2 raisons à cela, et nous allons explorer les 2 juste après ce rappel que
Vous regardez l'émission militaire, nous couvrons chaque jour des événements potentiellement décisifs en Ukraine et ailleurs. Alors rassurez-vous d'être abonné et d'avoir activé les notifications pour ne rien manquer. La première raison pour laquelle cela serait énorme pour l'Ukraine est assez évidente en ce moment. L'Ukraine a de sérieux problèmes pour faire face aux frappes de missiles russes. Nous avons mentionné plus tôt que l'attaque au cours de laquelle un missile russe est entré en Pologne a également tué au moins 9 personnes en Ukraine. Malheureusement, ce genre de statistique devient de plus en plus courant, et cela arrive parce que l'Ukraine est pratiquement à court de missiles patriotes, dont elle a besoin pour se défendre contre les missiles balistiques russes. À la suite d'une attaque ultérieure début août, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rapporté que 21 personnes avaient été tuées, car l'Ukraine n'a pas pu arrêter aucun des 24 missiles balistiques que la Russie a tirés sur le territoire ukrainien. Des intercepteurs de missiles balistiques auraient pu sauver la vie de ces personnes aujourd'hui, a déclaré Zelensky. Malheureusement, l'Ukraine ne dispose pas des intercepteurs dont elle a besoin. La campagne de la Russie contre les civils ukrainiens s'intensifie, précisément parce que le Kremlin sait que l'Ukraine n'a pas ce qu'il lui faut pour arrêter les missiles russes. Les intercepteurs patriotes sont pratiquement épuisés, et il se peut qu'ils ne soient pas remplaçables. Les États-Unis, qui fabriquent les intercepteurs patriotes, n'en auraient plus qu'environ 800, sur leur stock initial de 2300, à cause de leur guerre avec l'Iran, et il est peu probable qu'ils soient vendus à l'Ukraine. Pendant ce temps, des civils meurent, environ 400 d'entre eux, rien qu'en juillet, et près de 1400 au total pendant les 6 premiers mois de 2026, soit 37% de plus que sur la même période en 2025. La Pologne a aidé là où elle le pouvait. Nous avons mentionné Morawiecki et sa déclaration selon laquelle la Pologne ne devrait pas fournir de missiles patriotes à l'Ukraine. Cette déclaration a été faite parce que la Pologne a sacrifié une partie de son stock de missiles patriotes pour aider. La Pologne a fourni 5 des 35 missiles patriotes que l'Allemagne et ses alliés européens ont livrés à l'Ukraine en mars dernier. Morawiecki a exploité cette décision parce que les dirigeants polonais ont pris la décision peu judicieuse de ne pas être totalement transparents sur les chiffres lors du transfert. Maintenant, nous savons que c'est 5. Et même si cela ne semble pas beaucoup, cela représente 5 missiles balistiques russes qui n'ont pas réussi à atteindre leur cible. La Pologne espère faire bien plus maintenant, et pas seulement avec Sikorsky, qui appelle à ce que les missiles russes soient abattus par la Pologne au-dessus de l'Ukraine. Selon Reuters, la Pologne a proposé de travailler aux côtés de l'Ukraine et des États-Unis pour construire des missiles intercepteurs patriotes, à la suite d'une déclaration faite par le président américain Donald Trump lors du sommet de l'OTAN en juillet à Ankara, selon laquelle les États-Unis concéderaient sous licence la technologie Patriot à l'Ukraine. Cette licence semble désormais incertaine. Trump est revenu sur son approbation à la fin du mois de juillet, affirmant que d'autres discussions devaient avoir lieu avant que l'Ukraine n'obtienne une licence. Néanmoins, l'offre de la Pologne montre qu'elle est prête à faire tout ce qu'elle peut pour aider l'Ukraine sur le plan de la défense aérienne, même si cela signifie mettre en place des installations de production conjointes pour fournir des intercepteurs patriotes à l'Ukraine encore plus rapidement. La situation concernant les patriotes est incertaine en ce moment. Mais même sans ces intercepteurs, la Pologne vient de faire passer le message à Poutine qu'elle ne restera pas les bras croisés et ne laissera pas la Russie faire ce qu'elle veut, que ce soit en Ukraine ou sur le territoire polonais. On répondra au feu par le feu si Sikorsky obtient gain de cause. Et il y a une deuxième raison pour laquelle les propos de Sikorsky sont un énorme soutien pour l'Ukraine. La relation entre la Pologne et l'Ukraine est tendue depuis un certain temps déjà. Bien que les deux nations soient unies dans leur objectif d'empêcher Poutine d'étendre la Russie et de créer une nouvelle version de l'Union soviétique, il y a eu des frictions entre la Pologne et l'Ukraine depuis un certain temps. En 2023 et 2024, ces frictions tournaient autour du commerce agricole, la lassitude de certains dirigeants polonais face au coût à long terme du soutien jouant également un rôle. Cependant, une véritable tempête politique a éclaté en juin, lorsque Volodymyr Zelensky a décidé de nommer une nouvelle unité militaire d'après l'armée insurrectionnelle ukrainienne, ou UPA. La Pologne a été furieuse de cette décision. Bien que saluée en Ukraine comme faisant partie de sa tradition de résistance anti-soviétique, l'UPA d'origine était une unité nationaliste formée pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a semé le chaos ailleurs. En Pologne, l'UPA n'était pas un groupe anti-soviétique. L'unité d'origine a perpétré la tragédie de Volhynie entre 1943 et 1945, ce qui a conduit à la mort de dizaines de milliers de Polonais, tués par les nationalistes de l'UPA. Les blessures historiques sont profondes, et la décision de Volodymyr Zelensky a été suivie par le président polonais Karol Nawrocki, qui a retiré au président ukrainien la plus haute distinction d'État de Pologne, l'ordre de l'Aigle Blanc. Ce genre de tension aurait fait se frotter les mains à Vladimir Poutine de joie. C'est précisément ce qu'il veut voir. Plus il peut y avoir de divisions, mieux c'est. Si cette division se produit à cause de tensions autour d'un nom, alors c'est encore mieux. La Russie peut exploiter cela avec de la propagande et de la désinformation visant le peuple polonais. En effet, la Russie a tenté d'exploiter immédiatement la question, poussant le Conseil de résilience de la Pologne à publier une déclaration concernant une augmentation de ce qu'il a qualifié de désinformation et de publications manipulatrices qui avaient commencé à apparaître dans l'espace d'information polonais. Les crimes commis par la première incarnation de l'UPA n'étaient pas un grand secret,
et faisait partie d'un passé difficile, a déclaré le Conseil. Cependant, la décision de l'Ukraine d'utiliser ce nom pour une nouvelle unité ne signifie pas que les relations entre la Pologne et l'Ukraine vont se dégrader, surtout lorsqu'il s'agit de faire face à la menace que représente Poutine. Pour sa part, l'Ukraine tente d'apaiser les tensions causées par sa décision de nommer l'unité. Ses efforts semblent porter leurs fruits. La plupart des Polonais restent inébranlables dans leur soutien à l'Ukraine et dans leur volonté que leur gouvernement continue de coopérer avec l'un des alliés les plus importants de leur pays. Dans un rapport du 25 juillet, juste avant qu'un missile russe ne s'écrase en Pologne, Notes from Poland a révélé les résultats d'une nouvelle étude menée par l'agence de recherche polonaise CBOS. Cette étude a révélé que 59% des personnes interrogées estimaient qu'il était juste que Zelensky soit privé de l'ordre de l'Aigle blanc. Mais en même temps, 75% ont déclaré que la Pologne et l'Ukraine devraient donner la priorité à la menace russe plutôt qu'à de tels différends. Et 80% ont exprimé leur opinion selon laquelle la Russie profite d'une relation fracturée entre les deux pays. Le consensus semble être que les frictions doivent être résolues, mais que la Russie doit être gérée en priorité. La division que Vladimir Poutine veut voir ne doit pas se produire, et elle ne se produit pas. Le 6 août, l'ambassadeur d'Ukraine en Pologne, Vassil Bodnar, a déclaré que la phase la plus difficile de la crise diplomatique entre la Pologne et l'Ukraine était désormais passée. Les tensions subsistent, a-t-il souligné, mais les deux nations sont unies lorsqu'il s'agit d'arrêter Vladimir Poutine et son ambition folle de créer l'Union soviétique 2.0. Aujourd'hui, et malgré toutes ces tensions, la Pologne parle d'abattre des missiles russes au-dessus de l'Ukraine. Si la Pologne va jusqu'au bout, ce sera toute la preuve dont Vladimir Poutine a besoin que ses campagnes de désinformation ne fonctionneront pas. Surtout si la Russie est assez stupide pour commencer à frapper la Pologne avec ses missiles. Il est maintenant clair pourquoi l'Ukraine bénéficierait énormément si la Pologne faisait ce que Radoslav Sikorski dit qu'il faut faire. Mais prenons maintenant un peu de recul. Après tout, il n'y a pas que la Pologne et l'Ukraine qui seront affectées par cette décision. La Pologne est membre de l'OTAN. Ce sont des avions de chasse de l'OTAN qui ont été déployés pour gérer le missile russe dans l'espace aérien polonais. Si la Pologne commence à abattre des missiles russes, surtout en Ukraine, alors ce que l'OTAN craignait se produira. Une escalade où une nation de l'OTAN riposte activement contre la Russie. L'OTAN craint ce type de réaction depuis des années, mais l'incident en Pologne montre pourquoi quelqu'un au sein de l'Alliance doit en faire plus contre la Russie. La crise des missiles en Pologne reflète la dualité qui existe au sein de l'OTAN. La réaction face aux missiles russes a été incroyablement rapide. Le missile russe n'a survolé l'espace aérien polonais que pendant 6 minutes, mais cela a suffi à l'OTAN et à la Pologne pour dépêcher des hélicoptères et des avions afin de gérer la situation. La détection des menaces et les temps de réaction ne sont pas le problème. Le problème, c'est ce qui se passe une fois qu'on fait face à la menace. Rien. Nous l'avons vu à la fin du mois de juillet. Le missile russe était à quelques secondes d'être abattu, mais il ne l'a pas été. Un débat a dû avoir lieu d'abord, parce qu'il n'existe aucune politique gravée dans le marbre qui dit que l'OTAN détruit tout ce qui est russe et qui entre dans son espace aérien. La Pologne a fini par suivre le missile et a attendu jusqu'à la dernière seconde pour déterminer s'il allait s'écraser sans danger. Le fait que le missile ait finalement frappé la Pologne à un endroit où il ne pouvait pas causer de dégâts n'est pas la question. Ce qui compte, c'est que l'OTAN a été lente à réagir. L'OTAN aurait pu utiliser cet incident pour envoyer à Poutine un message collectif. Ce que la Russie a fait en Pologne ne sera pas toléré. Au lieu de cela, la Russie a appris qu'un missile qui parcourt 90 km dans l'espace aérien d'un membre de l'OTAN ne sera pas abattu, à moins que l'OTAN ne le juge absolument nécessaire. Ce n'est pas une leçon que l'OTAN veut que Poutine retienne. Le dirigeant russe continuera de provoquer et de tester. D'autres tests suivront, pour voir jusqu'où l'OTAN est prête à aller pour éviter l'escalade. La crainte de représailles russes existe au sein de l'OTAN, et Poutine peut la détecter. Il y a si souvent des paroles, mais très peu d'actions. Une fois de plus, l'OTAN a déclaré qu'elle prendrait toutes les mesures nécessaires pour défendre son territoire, après ce qui s'est passé en Pologne. Mais Sikorski pose maintenant une question clé. Jusqu'où peut-on aller avant que ce soit trop ? En 2025, les forces aériennes russes ont testé l'espace aérien de l'OTAN à 18 reprises, ce qui représente une augmentation de 200%. La situation ne fait qu'empirer. En juillet, l'OTAN a été contrainte de faire décoller des avions de chasse plus de 2 fois plus souvent que durant le même mois en 2025. La hausse qui a commencé cette année-là s'est poursuivie en 2026, et un missile russe s'écrasant en Pologne prouve que Vladimir Poutine continuera de repousser les limites tant qu'il ne rencontrera pas de résistance. La Pologne veut être la nation qui riposte d'une manière à laquelle l'OTAN ne s'attendait pas. Du moins, c'est ce qu'affirme Sikorski. Ce qui est très clair, c'est que si la Pologne veut commencer à tirer contre les missiles russes en Ukraine, alors le reste de l'OTAN doit s'unir derrière cette approche. Le 7 août, CNN a rapporté que les services de renseignement américains avertissent une nouvelle fois que Poutine prévoit une attaque contre un membre de l'OTAN, probablement à un moment donné au cours des prochaines années. Poutine est un homme qui comprend et répond à la force. La dissuasion ne fonctionne plus. Poutine doit comprendre que l'OTAN montrera les crocs si la Russie continue de provoquer et de tester ses limites.
Des missiles abattus par la Pologne au-dessus de l'Ukraine seraient une riposte si féroce que Poutine serait obligé de reculer. Les choses ne se passent pas bien pour la Russie en 2026. Sa campagne terrestre a marqué le pas. L'offensive du printemps et de l'été est déjà un échec, et Poutine est obligé de faire face au fait que l'Ukraine devient de plus en plus forte, tandis que la Russie s'affaiblit. Et puis la France et l'Allemagne sont arrivées. Les deux viennent de faire quelque chose de véritablement fou pour l'Ukraine. On parle de drones, de chasseurs, et de certains des missiles les plus importants que l'Ukraine pourrait obtenir. Tout cela arrive, et Poutine est terrifié. Il sait que sa guerre est pratiquement déjà terminée. Maintenant, deux des partenaires de l'Ukraine viennent de rapprocher l'Ukraine de la fin de cette guerre, une bonne fois pour toutes. Nous allons commencer par l'Allemagne. Le 13 juillet, Reuters a rapporté que l'Allemagne finance 50 000 drones d'attaque, qui seront utilisés sur les lignes de front pour dévaster les troupes et l'équipement russe. La nouvelle ne vient pas des ministères de la Défense ukrainiens ou allemands, qui restent tous deux silencieux, mais d'une source proche de la situation. Cette source, qui semble être le PDG de la société américaine de technologie de défense Alterion, Lawrence Meyer, affirme que cet accord représente le plus grand achat unique de drones par un gouvernement occidental pour l'Ukraine. Alterion ne fournit pas les drones, mais ce qu'elle fait, c'est développer la technologie que les drones utilisent pour suivre et frapper de manière autonome des cibles pendant la phase finale de leur vol. Meyer affirme que le contrat pour les nouveaux drones destinés à l'Ukraine est évalué à 103 millions de dollars, et qu'il a été financé par un pays européen. Comment savons-nous que ce pays est l'Allemagne ? Skyfall l'affirme. Le fabricant ukrainien de drones, qui utilise la technologie d'Alterion dans ses drones d'attaque, a confirmé l'implication de l'Allemagne dans l'achat de 50 000 drones. Bien qu'il affirme ne pas pouvoir donner plus de détails, à part le nom du type de drone qui a été acheté. Shrike, l'un des meilleurs drones à courte portée auxquels l'Ukraine a accès. Shrike est quelque chose de spécial, et il n'y a pas que l'Ukraine qui le pense. En mars dernier, le Pentagone a lancé un programme pour déterminer quels drones seraient les mieux adaptés au nouveau programme américain de domination par les drones. Le Shrike est arrivé largement en tête, puisqu'il a obtenu 10 points de plus que le drone arrivé en deuxième position, lors de tests qui, entre autres, évaluaient la précision des frappes à des distances de 2,5 à 10 km, et bien plus encore. Eh bien, les drones opèrent dans des environnements urbains contre plusieurs cibles. Pour l'Ukraine, l'envoi de 50 000 de ces drones sur la ligne de front promet de faire mal à la Russie. Il existe deux versions du Shrike. La version plus petite, de 17,78 cm, peut transporter une charge utile de 1,5 kg. Ce n'est pas énorme, certes, mais largement suffisant pour éliminer des soldats et des véhicules blindés. Il peut atteindre une vitesse maximale de 100 km/h, ce qui le rend difficile à distancer, et il a une portée de 30 km. Cela en fait un excellent ajout aux zones de combat infestées de drones en Ukraine. La version plus grande ajoute environ 7,6 cm à l'ensemble, ce qui permet de doubler la charge utile. Ajoutez une amélioration de la vitesse de 20 km/h, et cette version du Shrike devient encore plus terrifiante pour les soldats russes. Il y a l'autonomie dont nous avons parlé. Grâce au logiciel d'Alterion, le Shrike peut suivre et frapper des cibles de façon autonome pendant la phase finale de son vol. L'accord qui doit être révélé est déjà bien avancé. Maya dit que certains des drones Shrike que l'Allemagne a achetés pour l'Ukraine sont déjà sur les lignes de front, semant le chaos. Le reste doit arriver en Ukraine d'ici la fin de l'année, où ils infligeront inévitablement encore plus de morts et de destruction aux forces russes déjà éprouvées. Tout cela semble impressionnant, n'est-ce pas ? Le plus fou, c'est qu'une livraison de 50 000 des drones les plus terrifiants à avoir jamais été déployés sur les lignes de front en Ukraine, c'est peu de choses comparé à ce que la France vient tout juste de faire pour l'Ukraine. Personne ne s'y attendait, surtout Poutine. La France a essentiellement regardé ce que l'Allemagne proposait et a dit « C'est bien, mais laisse-moi faire encore mieux ». La France a vu les drones de l'Allemagne et a surenchéri avec des avions de chasse et des missiles. On agit comme si c'était une sorte de compétition, mais en réalité, la France et l'Allemagne font toutes les deux de grandes choses pour l'Ukraine. C'est juste que l'annonce de la France est énorme. À la suite d'une réunion de la coalition des volontaires à Paris, le 13 juillet, le président français Emmanuel Macron a annoncé que la France allait livrer des avions de chasse Rafale à l'Ukraine. Nous le savions déjà. La France s'était engagée à envoyer 100 Rafale à l'Ukraine en février dernier. Mais ensuite, Emmanuel Macron a fait une annonce choc. En plus des avions, la France va également accorder des licences pour que l'Ukraine puisse fabriquer ses propres missiles antiaériens, Aster-30, des missiles de croisière longue portée Scalp et des kits de bombes guidées AASM Hammer. Cette annonce fait suite à la déclaration du président américain Donald Trump, selon laquelle les États-Unis vont accorder à l'Ukraine une licence pour fabriquer des missiles Patriot, et c'est absolument énorme.
Cela signifie que l'Ukraine n'aura plus à dépendre de l'aide militaire pour se procurer tous ses missiles et kits de bombes essentiels. Elle pourra les fabriquer elle-même, en s'appuyant sur un secteur de la défense nationale qui a considérablement grandi depuis l'invasion de Poutine. Voici les détails. Les avions de chasse Rafale n'arrivent pas immédiatement, comme le dit Macron. Il s'agit d'un projet visant à acquérir 16 avions Rafale et leur système d'armes associés. Les premiers vols pourraient avoir lieu dès 2028 ou 2029, et la formation du personnel commencera dans les mois à venir. Donc l'Ukraine va passer les prochains mois à préparer ses pilotes pour un avion de chasse qui n'arrivera que dans quelques années. Nous avons vu un processus similaire lorsque l'Ukraine a reçu des F-16. Et même si cela peut sembler être le genre de retard qui n'est pas idéal pour l'Ukraine, et d'une certaine manière c'est le cas, le fait que la France annonce qu'elle enverra des avions à partir de 2028 est aussi un signe de confiance. C'est un message envoyé à Poutine pour dire que l'Ukraine existera toujours, bel et bien, et sera encore en train de se battre dans quelques années. En d'autres termes, non, la Russie, tu n'auras pas gagné la guerre d'ici 2028. Tu ne la gagneras pas du tout. Quant aux licences, il y avait des indices que cela allait arriver. Le 30 juin, Euronews a rapporté que le ministre de la Défense ukrainien, Mikhailo Fedorov, avait révélé que des négociations étaient en cours entre l'Ukraine et la France concernant la possibilité de produire sous licence des missiles Scalp pour l'Ukraine. Il y a effectivement des progrès, mais il est encore trop tôt pour se prononcer, car c'est un processus difficile concernant la propriété intellectuelle en général, l'ouverture de la production, et ainsi de suite. Il y a une certaine bureaucratie à ce sujet, a déclaré Fedorov à l'époque. Nous y voilà, environ 2 semaines plus tard, et tous les obstacles qui existaient ont été démolis. Le Scalp arrive dans les usines ukrainiennes, accompagné de missiles de défense aérienne et de kits de guidage pour bombes, qui sont tous extrêmement précieux pour l'Ukraine. On ne saurait trop insister sur l'importance énorme que cela représente pour l'Ukraine. Rien que sur le plan de la propriété intellectuelle, c'est la France, ainsi que les producteurs de ces armes, qui reconnaissent qu'ils ne peuvent pas suivre la demande de l'Ukraine. Au lieu de simplement dire à l'Ukraine de se débrouiller, ils partagent leurs secrets avec le seul pays qui est en première ligne dans un combat contre la Russie. Combat qui, selon beaucoup en Europe, s'étendra si l'Ukraine n'est pas victorieuse. Ce que nous voyons ici, c'est un véritable partenariat. La France a donné à l'Ukraine les clés de certaines de ses armes les plus importantes. Quant aux armes elles-mêmes, elles ont toutes fait leurs preuves, ce qui explique pourquoi l'Ukraine les veut en premier lieu. Prenons les missiles Aster comme exemple. Ils sont utilisés par le système de défense aérienne SAMP-T, que l'Ukraine possède déjà et qu'elle a utilisé avec beaucoup d'efficacité. En mars 2025, l'Ukraine a utilisé le SAMP-T pour abattre un avion de chasse Sukhoi, comme le Su-27 ou le Su-35, ce qui met en avant ce système comme un outil clé que l'Ukraine peut utiliser pour protéger son espace aérien. Le SAMP-T est également l'équivalent le plus proche du système de défense aérienne Patriot. Euromaidan Press souligne qu'il est capable d'intercepter des missiles balistiques à une distance de 25 km, et peut engager d'autres cibles aérodynamiques à une distance de 150 km. Le défi de l'Ukraine a toujours été les stocks. Aster produit jusqu'à 100 missiles Aster-30 par an, bien qu'il prévoit d'augmenter ce chiffre à 300 missiles par an d'ici 2028. Ce n'est pas assez de missiles, et ce ne sera pas assez tôt pour l'Ukraine. Maintenant qu'elle dispose d'une licence, l'Ukraine peut contrôler ses propres moyens de production. Les missiles Scalp, également appelés Storm Shadow, ont été essentiels aux efforts de l'Ukraine pour neutraliser la flotte de la mer Noire. Et ce sont aussi des missiles d'une puissance dévastatrice, idéaux pour des frappes contre les territoires frontaliers. Et l'Ukraine utilise le kit de guidage ASM Hammer tout au long de la guerre, la France s'étant déjà engagée à livrer au moins 600 de ces bombes par an. Désormais, l'Ukraine peut obtenir davantage des deux, et elle peut les fabriquer selon ses besoins. Il n'y a qu'un seul mot pour décrire l'ambiance qui doit régner actuellement au Kremlin, la terreur. L'Allemagne et la France ont fait quelque chose de véritablement insensé pour l'Ukraine, et Poutine le sait. La Russie a peur. Elle sait que ce que nous venons de voir change la donne à plusieurs niveaux, et nous allons expliquer quels sont ces niveaux dans un instant. Tout d'abord, bienvenue dans l'émission militaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment idéal pour appuyer sur le bouton afin de continuer à voir nos vidéos. Revenons aux drones d'attaque. Un stock de 50 000 drones automatisés, parmi les plus précis et les plus meurtriers de l'arsenal ukrainien, promet encore plus de morts pour les soldats russes sur le front. Et ce n'est pas comme si ces soldats ne subissaient pas déjà assez de pertes. Rien qu'en juin, la Russie a subi 39 490 pertes, ce qui dépasse largement son recrutement estimé de 24 000 à 30 000 soldats par mois, rapporte Al Jazeera. Toutes ces pertes sont le prix à payer pour une avancée si lente qu'il faudrait environ 14 ans à la Russie pour finalement faire tomber les défenses de Donetsk en Ukraine. Les drones sont la principale cause de toutes ces morts. L'Institut Hudson note que l'on estime que les drones sont responsables de jusqu'à 80% de toutes les pertes qui surviennent sur les lignes de front. Donc, l'Allemagne n'a pas simplement fait un achat record de n'importe quelle arme pour l'Ukraine.
Elle achète précisément le type d'arme dont l'Ukraine a besoin pour faire exploser le taux de perte russe sur le front. De plus, les 50 000 drones Shrike renforcent l'avantage numérique que l'Ukraine possède sur la Russie. Beaucoup de choses ont été dites sur la capacité de la Russie à envoyer plus de soldats à la guerre que l'Ukraine, mais la main-d'œuvre compte aujourd'hui moins que jamais, car les drones sont devenus l'arme clé du conflit. Actuellement, l'Ukraine dispose d'un avantage numérique de 1,5 contre 1 en matière de drones FPV, qui sont des drones utilisés sur et près des lignes de front. L'Allemagne vient d'ajouter 50 000 drones Shrike au stock de l'Ukraine. Ce faisant, elle prend également en charge un contrat de plus de 100 millions de dollars que l'Ukraine aurait de toute façon dû conclure. C'est un aspect peu médiatisé de cet accord sur les drones. Chaque fois qu'une autre nation achète des drones pour l'Ukraine, cela permet à l'Ukraine d'économiser des millions de dollars qui peuvent être utilisés pour fabriquer d'autres armes à utiliser contre la Russie. Qui sait, peut-être que l'argent que l'Ukraine vient d'économiser sera utilisé pour fabriquer les missiles Aster-30, que la France vient tout juste d'autoriser à produire sous licence. Parmi tout ce que la France et l'Allemagne ont fourni à l'Ukraine, cette licence de fabrication de missiles est peut-être la chose la plus terrifiante pour la Russie. Pas parce que ces armes peuvent directement blesser les soldats russes, ce n'est pas pour cela qu'elles ont été conçues. Ce qu'elles peuvent faire, c'est abattre des avions et intercepter les missiles balistiques et de croisière que la Russie lance contre l'Ukraine presque tous les jours. Dans le cas des missiles, c'est le seul avantage clair que la Russie détient encore sur l'Ukraine, puisqu'elle lance de puissants missiles contre les installations militaires et les villes ukrainiennes. Zelensky n'a jamais caché qu'il pense que davantage de défense aérienne serait un véritable changement de donne pour l'Ukraine. Il a constamment pressé les alliés de l'Ukraine au sein de l'OTAN pour obtenir plus de missiles, qu'il s'agisse de Patriot, d'Aster-30 ou de tout autre système, et ce pendant pratiquement toute la guerre. Au sommet de l'OTAN à Ankara, où Trump a annoncé l'octroi de la licence Patriot, Zelensky a réitéré son appel en déclarant « Nous sommes capables de tout faire nous-mêmes, mais en ce qui concerne la défense aérienne, nous avons besoin de la détermination de nos partenaires. » Cela est survenu à la suite de frappes de missiles russes qui ont visé Kiev à 2 reprises en une semaine, tuant plus de 50 civils au passage. En effet, les missiles russes sont le seul problème que l'Ukraine ne peut pas résoudre par sa propre ingéniosité. Nous le voyons dans les taux d'interception. En juin, l'Ukraine a atteint un taux d'interception de 89,4% contre toutes les menaces aériennes. Cela semble bien au premier abord, mais ces chiffres sont largement tirés vers le haut par le succès de l'Ukraine contre les drones d'attaque russes et les types de missiles autres que les missiles balistiques. En ce qui concerne les missiles balistiques russes, l'Ukraine n'a pu en arrêter que 40% de ceux que la Russie a tirés. Il y a une faille évidente dans la défense aérienne de l'Ukraine que la Russie exploite, alors que la pénurie de missiles de défense aérienne de l'Ukraine se fait sentir. Zelensky appelle les partenaires de l'Ukraine à en fournir davantage. Cet appel ne changera pas. Mais maintenant, l'Ukraine dispose de la licence Aster-30, en plus de la licence Patriot à venir. Elle peut enfin gérer elle-même cet élément important de sa guerre contre la Russie. L'Ukraine a bien reçu la détermination de ses partenaires. Et pour la Russie, cette licence Aster-30 signifie que la seule voie d'attaque efficace qu'elle possède sera neutralisée dès que l'Ukraine pourra lancer la production. Cela va terrifier Poutine. S'il ne peut pas terroriser le peuple ukrainien pour le pousser à se rendre avec ses crimes de guerre, il ne lui reste plus qu'à compter sur une armée dont les soldats meurent en masse, sans réussir à faire de véritables progrès. Dans ce cas, la Russie est finie. Et n'oubliez pas qu'il y a aussi des licences pour les Scalp et les ASM Hammer. Nous avons déjà évoqué pourquoi ces armes sont importantes, mais allons un peu plus loin. Scalp est un missile de croisière lancé depuis les airs, conçu pour détruire des cibles fixes et fortifiées. Les missiles volent à basse altitude et peuvent atteindre des vitesses subsoniques élevées, allant jusqu'à Mach 0,95, ce qui les rend extrêmement difficiles à intercepter. Scalp peut également parcourir environ 250 km, et il est équipé d'une ogive pénétrante, Broach, de 450 kg. Cette ogive fonctionne en plusieurs étapes, pour percer une cible avant de délivrer une charge explosive à tout ce qui se trouve à l'intérieur de la cible. C'est pourquoi l'Ukraine l'utilise pour attaquer des navires et des bunkers. Percer d'abord, puis détruire tout ce qui se trouve à l'intérieur. C'est le mode opératoire du Scalp. Les ASM Hammer inquiètent tout autant la Russie, souvent décrite simplement comme une bombe. L'ASM Hammer est bien plus que cela. Army Recognition l'a décrit comme une arme intelligente, air-sol, à distance de sécurité. Et il s'agit essentiellement d'un kit de bombes modulaires, capable de transformer des bombes classiques en munitions guidées de précision. Pouvant être attachées à des bombes classiques allant de 125, 250, 500 à 1000 kg, le modèle de base du Hammer utilise une combinaison de GPS et de navigation inertielle pour atteindre sa cible. Les versions ultérieures ajoutent le guidage infrarouge et le guidage laser au dispositif. On peut supposer que l'Ukraine va recevoir des licences pour fabriquer tous les types de Hammer, ce qui lui conférera une polyvalence exceptionnelle pour utiliser ces armes afin de renforcer une campagne de frappe à moyenne portée qui ruine déjà la logistique et les structures de commandement russes à l'arrière. Le moteur fusée d'un kit Hammer augmente la portée d'une bombe Bliss de plus de 70 km,
avec les différents systèmes de guidage offrant un écart circulaire probable compris entre 1 et 10 mètres. Ainsi, l'Ukraine obtient puissance et précision, tout comme avec le Storm Shadow, mais pour un objectif différent. Ces deux armes sont essentielles pour l'Ukraine. L'agence de presse russe TASS rapporte que l'Ukraine a déjà utilisé plus de 500 missiles, Scalp, Storm Shadow et des missiles d'attaque américains contre la Russie à fin mars. Et il est probable qu'elle en aurait utilisé beaucoup plus si elle en avait eu davantage. Environ la moitié de ces plus de 500 frappes ont été menées à l'aide de Scalp et Storm Shadow, 120 en 2023, 90 en 2024 et 45 en 2025. Vous pouvez voir la tendance à la baisse, ce qui nous indique que l'Ukraine a des problèmes de stock. Ce n'est plus le cas. Avec sa nouvelle licence, l'Ukraine peut fabriquer autant de missiles Scalp qu'elle peut se permettre. Quant aux ASM Hammer, nous avons mentionné plus tôt qu'ils font déjà partie de la campagne de frappe à moyenne portée que l'Ukraine a lancée contre la Russie. Davantage de ces kits permettent de larguer des bombes pesant jusqu'à 1000 kg, en plus de tous les drones de frappe à moyenne portée que l'Ukraine déploie. C'en est fini pour la Russie maintenant, et voici pourquoi. Nous avons mentionné plus tôt qu'il faudrait 14 ans à la Russie pour capturer Donetsk à son rythme d'avancée actuel. L'Institut pour l'étude de la guerre souligne à quel point cette avancée est lente. En avril comme en mai, la Russie a subi des pertes territoriales nettes, totalisant près de 400 km², donc il ne s'agit pas du tout d'une avancée. La Russie a réussi à inverser la tendance en juin, mais seulement à hauteur de 30,02 km². C'est pratiquement rien dans le contexte de l'invasion. Et ce rythme de progression dérisoire s'explique par le fait que l'Ukraine continue de frapper l'arrière russe. Que permettent aux Ukrainiens les missiles Scalp et ASM Hammer? Frapper l'arrière russe encore plus fort. Pour Poutine, cela signifiera plus de faiblesse sur le front et encore plus de problèmes à gérer à l'arrière. Et n'oubliez pas, il y aura des drones Shrike sur la ligne de front qui feront des dégâts. Des Aster 30 dans le ciel, qui priveront la Russie de son avantage en missiles longue portée. Et la perspective de l'arrivée des avions de chasse, Rafale, en 2028, qui élargiront les capacités aériennes de l'Ukraine. Tout cela revient à quelque chose de très simple. La Russie prend du retard au moment où l'Ukraine devient plus puissante. Ce que l'Allemagne et la France ont vraiment fait ici, c'est établir des partenariats plus profonds avec l'Ukraine, à un moment où la Russie accuse un retard technologique et où ses ressources pétrolières et humaines s'amenuisent. La guerre d'usure que Vladimir Poutine a déclenchée s'est retournée contre lui. Maintenant, l'Ukraine a l'avantage. Et maintenant que Vladimir Poutine sait ce qui vient de la France et de l'Allemagne, tout est terminé. Le président russe ne l'admettra peut-être pas. Il est peut-être tellement piégé dans sa propre guerre qu'il ne peut pas admettre la défaite. Mais il sait que le fait que l'Ukraine reçoive plus de drones et la capacité de fabriquer des armes avancées, qui contrent tout ce que la Russie essaie de faire, est terrible pour ses plans. Les avertissements retentissent partout en Europe. Les signaux d'alarme sont visibles de tous. La Russie prépare quelque chose de sombre dans la région baltique. Et c'est peut-être l'Estonie qui sera la cible de l'agression de Vladimir Poutine. Que se passe-t-il si la Russie envahit l'Estonie ? C'est la question à laquelle nous allons répondre ici en examinant heure par heure un scénario d'invasion potentielle. Que fera la Russie ? Comment l'OTAN réagira-t-elle ? L'Estonie est-elle prête à affronter tout cela ? Restez avec nous, alors que nous commençons par le prélude. Des signes avant-coureurs étaient tous là, littéralement. Ce n'est qu'en juin que les États-Unis avaient averti la Pologne que la Russie préparait une sorte de provocation, allant jusqu'à une invasion. La Pologne a écouté, mais ce sont les États baltes qui ont vraiment pris note, alors que le Premier ministre polonais, Donald Tusk, avertissait que les mois à venir pourraient être critiques et que les craintes d'une escalade russe étaient palpables. La Russie pourrait tenter quelque chose en Pologne, mais la véritable menace pèserait sur la Lettonie, la Lituanie ou l'Estonie. Cette dernière savait trop bien que la Russie préparait quelque chose. Elle ne savait pas quoi, mais un renforcement avait commencé, ce qui a mis l'Estonie en alerte. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait déjà affirmé à plusieurs reprises que les pays baltes étaient les prochains sur la liste de Poutine. Ces affirmations avaient le potentiel de nuire à la coopération. Mais à mesure que l'Estonie constatait davantage de signes, elle a dû admettre que les avertissements avaient du fondement. À la fin juin 2026, l'Estonie avait repéré des pétroliers russes censés transporter du gaz naturel liquéfié, armés de mitrailleuses et munis de sacs de sable en mer Baltique. Une défense contre l'interception peut-être ? L'Estonie allait bientôt le découvrir. La Russie a également suspendu tout le trafic aux postes frontières ferroviaires en Lettonie, en Finlande et en Estonie au début du mois de juillet, probablement pour empêcher les civils russes de traverser par inadvertance en Estonie. Les avertissements n'étaient pas sans fondement. Quelques mois plus tard à peine, la Russie a envahi, dès la première heure. Cela commence par des missiles et des drones, plutôt que par de l'infanterie et des chars. Ces derniers attendent. La Russie avait construit des infrastructures aux frontières baltes dans les mois précédant l'invasion, capables d'accueillir des milliers de soldats. Ils viendront. Mais d'abord, l'Estonie fait face à une attaque semblable à celle que l'Ukraine subit chaque jour. Les missiles Iskander et Oreshnik s'abattent sur Tallinn et d'autres villes estoniennes,
tandis que des centaines de drones russes de type Shahed SM. L'Estonie avait tout anticipé. La surveillance aérienne et terrestre le long de ses frontières a détecté les drones et les missiles. Mais sans les énormes stocks de drones intercepteurs dont dispose l'Ukraine, l'Estonie a eu du mal à arrêter les drones russes de type Shahed. Et bien que le pays ait réservé 1,2 milliard de dollars pour investir dans un système de défense aérienne moderne, probablement un Patriot, il n'était pas arrivé à temps pour arrêter les missiles. À la fin de l'assaut initial russe, des centaines de civils estoniens étaient morts. La Russie a ensuite commencé à envoyer les troupes et les chars. De petites unités d'infiltration au début. L'Estonie riposte avec ses propres soldats, mais elle sait que le compte à rebours a commencé. À mesure que la Russie intensifie ses actions, le rôle de l'Estonie sera de tenir le plus longtemps possible, de se défendre contre la Russie du mieux qu'elle peut, afin que ses alliés de l'OTAN puissent s'organiser. L'Estonie sait qu'elle ne gagnera pas dans un affrontement direct. La situation n'a pas été améliorée par la décision des États-Unis de retirer plus de 500 de leurs soldats d'Estonie, pour ce que les États-Unis ont appelé une rotation estivale. L'Estonie n'avait aucune idée du moment où ces soldats reviendraient, et maintenant, il est trop tard. Si l'attaque de la Russie avait causé une seule victime américaine, l'Estonie aurait été assurée d'une réponse des États-Unis pour stopper rapidement la Russie. En l'état actuel des choses, le pays dispose d'une armée de 7700 membres actifs et de 230 000 réservistes, pour affronter une force russe qui pourrait potentiellement dépasser 3 millions de soldats si Vladimir Poutine mobilise et consacre toutes les ressources de la Russie à sa dernière invasion. Les choses n'en sont pas encore arrivées là, mais à mesure que l'invasion s'intensifie, l'Estonie sait que le compte à rebours a commencé. Des études ont montré qu'il ne faudrait que 90 jours à la Russie pour conquérir l'ensemble des États baltes. Tallinn pourrait tomber bien plus rapidement. Il pourrait ne s'écouler que 60 heures avant que les chars russes n'atteignent la capitale de l'Estonie. Le travail consiste à tenir la ligne. L'armée estonienne se met au travail. Les 23 prochaines heures. Des responsables dans toute l'Europe commencent à s'agiter. Beaucoup s'attendaient à une attaque russe à un moment donné, mais pas si tôt. L'Ukraine avait averti que le début de 2027 serait le moment. L'Allemagne pensait que la Russie serait prête en 2029. Mais l'attaque est survenue plus tôt que ce que tout le monde avait prévu. Et toute l'Europe, en particulier les pays membres de l'OTAN aux côtés de l'Estonie, savent que l'appel ne va pas tarder. Pour qu'ils combattent aux côtés de leur allié, sur le front de l'Est, qui vient tout juste de se former. En attendant, l'Estonie se bat pour sa survie. Alors que les préparatifs pour l'activation de l'article 5 sont en cours, les drones et les missiles continuent de voler, et l'invasion terrestre de la Russie prend de l'ampleur. De petites unités d'infiltrateurs commencent à évoluer en unités plus importantes, avec des chars et des véhicules blindés. L'Estonie réagit en se retranchant et en essayant de tenir ses fortifications. Des tranchées ont été creusées en prévision de cela. Les drones estoniens commencent à voler, et ses propres véhicules blindés partent à la rencontre des envahisseurs russes. Les lanceurs HIMARS sont déployés. L'Estonie en a acheté 3 de plus en avril 2026, et ces lanceurs deviennent essentiels pour une stratégie à longue portée qu'utilise l'Estonie afin de frapper la Russie à l'arrière, alors que la ligne de front s'étend. Cela ne suffira pas à arrêter la Russie, juste de quoi ralentir les forces de Poutine. Cependant, l'Estonie sait qu'elle a un atout dans sa manche, ce qui lui donne un espoir tragique, mais bien réel, une réponse rapide de l'OTAN. Les troupes américaines ont peut-être été retirées. Cependant, il y a des forces de l'OTAN venues d'autres pays en Estonie. En 2024, le Royaume-Uni avait désigné une brigade pour la défense de l'Estonie, et les soldats britanniques se retrouvent maintenant en première ligne d'une guerre avec la Russie. L'OTAN avait également renforcé sa mission de police aérienne en Estonie et en Lituanie en juillet, ce qui signifie non seulement que des avions de chasse ont été déployés pour intercepter les drones et missiles russes, mais aussi que d'autres soldats étrangers, citoyens de pays membres de l'OTAN, combattent la Russie en Estonie. L'Estonie ne souhaite pas que cela se produise, mais une victime parmi ces forces étrangères jouerait en faveur de l'Estonie, en garantissant une réaction beaucoup plus rapide de l'OTAN. 24 heures se sont écoulées. L'article 5 est officiellement déclenché. C'est peut-être l'article le plus important de toute la charte de l'OTAN. L'article 5 demande aux membres de l'OTAN de fournir une assistance à tout membre qui subit une attaque sur son propre territoire. Et l'Estonie a plus que jamais besoin de cette assistance. Poutine s'y attendait. Il connaît parfaitement l'article 5, et il comprend que son invasion le déclencherait. Ce sur quoi elle compte, c'est que les membres de l'OTAN mettent tellement de temps à décider s'ils vont apporter de l'aide, comment cette aide sera fournie, et quand elle sera envoyée, que l'Estonie sera déjà tombée, au moment où l'OTAN aura tout réglé. Poutine a travaillé dur pour semer la division au sein de l'OTAN, allant même jusqu'à jouer un rôle dans la manipulation des États-Unis pour qu'ils critiquent publiquement leurs alliés de l'OTAN et menacent même de se retirer à plusieurs reprises. Plus les manœuvres de Poutine font gagner du temps à la Russie, meilleures sont ses chances en Estonie. C'est une crainte bien réelle pour l'Estonie. En général, les provocations russes contre les membres de l'OTAN ont conduit au déclenchement de l'article 4, ce qui mène à des consultations plutôt qu'à une action. Si l'Estonie empruntait cette voie, il pourrait s'écouler des semaines, voire des mois, avant que le déclenchement de l'article 5 n'apporte la réponse dont l'Estonie a besoin.
L'Estonie sait qu'elle n'a pas ce temps. D'ailleurs, les membres de l'OTAN le savent aussi. Mais le seul précédent que nous ayons pour le déclenchement de l'article 5, ce sont les attentats du 11 septembre. Et il a fallu plusieurs semaines aux membres de l'OTAN pour parvenir à un consensus sur la manière de réagir. En 2001, néanmoins, l'article 5 a bien été déclenché. Les principaux responsables estoniens travaillent jour et nuit sur ce qui équivaut à une mission diplomatique pour faire avancer la machine de l'OTAN plus rapidement que jamais. Tout ce que l'Estonie peut faire, c'est espérer que ses efforts portent leurs fruits. Mais avant d'approfondir ce scénario d'invasion, voici un petit rappel. Vous regardez l'émission militaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal pour cliquer sur ce bouton et activer la cloche de notification afin de ne rien manquer de ce que nous vous réservons. 48 heures se sont écoulées. Les préparatifs de l'Estonie pour cette invasion tiennent la Russie à distance, mais de justesse. Les chars et les véhicules blindés sont désormais engagés. Cependant, l'Estonie a dépensé des millions de dollars pour renforcer ses défenses frontalières, et cela ralentit l'invasion russe. Les abris construits dans les villes sont déjà occupés par des civils, les protégeant du mieux possible contre les missiles et les drones russes. Sur le front, qui s'étend rapidement pour englober les 294 km de frontière de l'Estonie avec la Russie, les combats font rage. Des véhicules blindés camouflés dans les forêts estoniennes tentent des embuscades aux troupes russes. Des mines antipersonnelles déployées tout le long de la frontière frappent les soldats et les chars russes, ralentissant leur avancée. Dans les forêts, des centaines de bunkers, des milliers de dents de dragon et d'innombrables tranchées jouent leur rôle dans l'opération de ralentissement. L'Estonie met également à l'épreuve les nombreuses leçons qu'elle a tirées de la guerre en Ukraine, notamment en ce qui concerne l'utilisation des drones. En mai dernier, l'Estonie a dépensé plus de 8 millions de dollars pour ouvrir un nouveau laboratoire de tests de drones et de guerre électronique, et elle avait déjà commencé à développer sa production nationale de drones dans les mois précédents. Les troupes estoniennes mettent à l'épreuve la formation qu'elles ont reçue, en menant des frappes de drones contre des chars russes et des rassemblements de troupes. Mais les forces russes continuent d'avancer. Même avec les obstacles, leur nombre est tout simplement trop élevé. 60 heures se sont écoulées. À peu près au moment prévu, les forces russes percent les défenses frontalières et atteignent la périphérie de Tallinn. Narva est déjà tombée. La ville frontalière, qui est plus proche de Saint-Pétersbourg que de la capitale estonienne, n'avait aucune chance une fois que la rivière qui lui donne son nom a été franchie. En mer Baltique, la Russie rassemble des forces navales. Le temps presse, Tallinn est au bord du gouffre. L'Estonie aurait pu espérer que des pays comme la Pologne et les autres États baltes viendraient immédiatement à sa défense, même sans l'approbation de l'OTAN. Cela ne s'est pas produit. Les deux sont méfiants face aux navires russes qui s'amassent en mer Baltique, et ils doivent aussi s'inquiéter de l'enclave de Kaliningrad. Ils sont prêts à se battre, mais ils ont besoin que le reste de l'OTAN participe au combat. 72 heures se sont écoulées. Les discussions sont fébriles, alors que les membres de l'OTAN observent une partie clé de son flanc est face à la Russie, sur le point d'être submergée. Une décision doit être prise. Poutine compte sur le fait que l'OTAN réagira trop lentement à l'appel. 72 heures sont déjà dévastatrices pour l'Estonie, car du terrain est perdu à Tallinn d'heure en heure. L'OTAN ne se laisse pas bluffer par Poutine. Il n'y aura pas de condamnation ferme, ni d'appel inutile à Poutine pour qu'il cesse ses actions. Ce qui se passe en Estonie est une menace existentielle pour toute l'Europe, et les membres européens de l'OTAN le savent. Poutine ne s'arrêtera pas à l'Estonie. Il attaquera les autres États baltes ensuite, puis peut-être la Pologne. L'article 5 a été déclenché. Maintenant, il est approuvé. L'Estonie n'est pas encore prête à pousser un soupir de soulagement. Elle sait qu'elle peut bien se battre aux côtés de ses alliés de l'OTAN. Au printemps, l'Estonie a participé à un vaste exercice qui a rassemblé 12 000 soldats, entre le 4 mai et le 1er juin. Et cet exercice avait également impliqué des représentants ukrainiens, qui ont transmis les leçons tirées de la guerre en Ukraine. Cependant, l'Estonie sait aussi que l'engagement de l'OTAN à déclencher l'article 5 n'est qu'une première étape. Les troupes doivent se mettre en mouvement. Des plans doivent être élaborés. Il pourrait s'écouler des semaines avant qu'une réponse complète de l'OTAN ne soit visible. Mais l'Estonie a quelques raisons de se réjouir. La mer Baltique, parfois appelée la mer stratégique de l'OTAN, est entourée de 8 États membres de l'OTAN, dont l'Estonie. Les autres États baltes, la Pologne et les pays nordiques comme la Finlande, la Suède et la Norvège peuvent répondre plus rapidement à l'appel de l'OTAN que la plupart des autres membres européens de l'Alliance. Tragiquement, certains soldats britanniques ont également perdu la vie dans la défense de l'Estonie. Cela a déclenché une réaction du Royaume-Uni, qui envoie des navires de guerre et des sous-marins en mer Baltique. L'île suédoise de Gotland et l'île danoise de Bornholm deviennent rapidement des points d'étranglement stratégiques, qui ralentissent les navires de guerre russes et les empêchent de concentrer leur puissance de feu sur la côte estonienne. Les forces polonaises commencent à avancer vers la région baltique. Kaliningrad, aussi dangereuse soit-elle, est rapidement neutralisée. Un déluge de feu déclenché par la puissance aérienne du flanc et de l'OTAN rase la plupart des bases russes de Kaliningrad, en plus de détruire de nombreux centres de guerre électronique dans l'enclave qui pourraient poser des problèmes en mer Baltique. Kaliningrad n'est pas inutile.
Tous les sites de lancement de missiles que l'OTAN ne détruit pas commencent à tirer, mais chaque lancement révèle une position, et est immédiatement suivi d'une frappe aérienne. La machine de l'OTAN est en marche. L'Estonie continue de se battre. 2 semaines se sont écoulées. La majeure partie de l'Estonie est occupée par la Russie, mais avec les autres pays baltes et la Pologne engagés dans le combat, ainsi que les pays nordiques, les retraits estoniens ont été tactiques. Et maintenant, il y a une ligne de front bien définie, avec des milliers de soldats de chaque côté, ce qui a ralenti l'avancée russe jusqu'à la faire presque stagner. De plus en plus de forces de l'OTAN affluent chaque jour dans la région baltique. À mesure que la logistique s'organise, un flux d'armes commence à être acheminé vers la région. La Pologne s'impose comme un acteur majeur. Ses forces sont déjà entrées et ont pris Kaliningrad lors de la vague de frappes aériennes. Le fait d'être le plus grand dépensier de l'OTAN, en proportion du PIB, porte ses fruits, car les chars, véhicules blindés et avions modernes polonais aident l'Estonie à commencer à repousser les forces russes. Bien sûr, la Russie n'utilise pas seulement ce qu'elle avait au départ. À mesure que les forces de l'OTAN avancent dans la région baltique, la Russie envoie des renforts par milliers. Le plan est simple, créer le même type de guerre d'usure que la Russie mène en Ukraine. Si cela suffit à la Russie pour prendre l'Estonie ou l'une des autres nations baltes, Vladimir Poutine aura un levier qu'il pourra utiliser pour forcer l'OTAN à venir à la table des négociations. Les forces estoniennes ont un autre problème à gérer. Environ un quart de la population de l'Estonie est composée de Russes ethniques, et certains de ces individus combattent l'Estonie de l'intérieur. Des saboteurs et des groupes de hackers affaiblissent les défenses de l'Estonie et tentent de paralyser ses structures sociales. L'Estonie n'a pas eu le temps d'expulser la forte proportion de résidents russes non citoyens présents sur son territoire avant l'attaque de la Russie, et il pose des problèmes. Pourtant, la tendance commence à s'inverser. L'OTAN a réagi plus vite que ce que Poutine attendait, et la Russie commence à en ressentir les conséquences. Un mois s'est écoulé, percé. L'OTAN européenne a réagi rapidement à l'invasion de l'Estonie par la Russie. Les États-Unis ont été plus lents, mais après un mois de combat, ils ont constaté que la Russie était allée bien au-delà de la provocation. Bien que la guerre soit encore limitée à la région baltique, trop de personnes meurent, et les États-Unis en sont conscients. Malgré toute la fanfaronnade de l'administration, sa base d'influence en Europe est menacée, surtout maintenant qu'il n'y a plus seulement l'Estonie impliquée dans le conflit. Les États-Unis commencent à envoyer des troupes. Elles mettront du temps à arriver, mais elles sont en route. Un signal a été envoyé à Poutine pour lui faire comprendre que le test qu'il tentait de réaliser a échoué. Si toute l'OTAN s'oppose à la Russie, l'OTAN a l'avantage dans tous les domaines. Pratiquement 3 fois plus de militaires d'actifs et davantage d'avions, de chars, de véhicules blindés, de navires et d'artillerie peuvent être mobilisés pour le combat. Poutine continue d'avancer. Mais il a un autre problème, qui sera finalement la perte de la Russie. 2 mois se sont écoulés. Le calcul de Poutine pour l'invasion de l'Estonie reposait sur une réponse lente de l'OTAN et une prise rapide de l'Estonie. Rien ne s'est passé comme prévu. Et maintenant, son problème est qu'il était tellement arrogant dans sa conviction qu'il pouvait prendre l'Estonie avant que l'OTAN ne réagisse, qu'il n'a même pas attendu la fin de la guerre en Ukraine. La Russie se retrouve maintenant à mener 2 guerres, l'une sur le flanc est de l'OTAN et l'autre en Ukraine. Une impasse est apparue. Si Poutine retire des troupes d'Ukraine pour combattre dans la région de l'Estonie, l'Ukraine peut reprendre du terrain, et inversement. L'OTAN repousse encore plus les forces russes. Et pendant tout ce temps, les chaînes logistiques de l'OTAN continuent d'acheminer soldats et équipements vers le front de l'Est. Les 2 camps se tirent des missiles l'un sur l'autre. La supériorité aérienne de l'OTAN signifie que les installations militaires russes sont détruites par des missiles et des bombes. Mais avec l'implication des États-Unis, Poutine sait qu'il ne peut pas recourir aux armes nucléaires, pas sans une riposte équivalente qui ferait de cette guerre la fin du monde. Et puis il voulait pas affronter toute l'OTAN. Il voulait prendre l'Estonie et peut-être les autres pays baltes, puis forcer les membres restants de l'OTAN à négocier. La Russie s'est trop dispersée. Poutine aurait dû écouter l'ancien directeur du service de renseignement extérieur estonien, Rainer Sachs, lorsqu'il a dit que la Russie n'a pas la capacité d'étendre sa guerre vers l'ouest et qu'elle est vulnérable aux frappes aériennes. Après que l'Ukraine ait fait un travail aussi impressionnant en détruisant autant de défenses aériennes russes. Maintenant, Poutine voit ses paroles se réaliser. Diviser son armée est aussi un problème. Beaucoup des soldats qui l'on voit combattre contre l'OTAN sont des réservistes mal entraînés, qui se préparent à être envoyés dans le hachoir de la guerre en Ukraine. Ils ne sont pas prêts à affronter une force combinée de l'OTAN qui s'entraîne pour ce type de guerre. Les forces de l'OTAN coopèrent également avec l'Ukraine, plus directement que jamais auparavant, et cela soulève la possibilité que l'OTAN envoie des soldats en Ukraine pour combattre contre la Russie. Ce n'était pas censé se passer ainsi. L'Estonie aurait dû tomber rapidement, mais ce ne fut pas le cas. Et maintenant, Poutine, dans son désespoir, doit prendre la décision de se retirer. Il a testé l'OTAN, et il a eu bien plus que ce à quoi il s'attendait. Ce que nous avons présenté ici n'est qu'un des nombreux scénarios possibles qui pourraient se produire si la Russie envahissait l'Estonie. Et c'est probablement le meilleur scénario possible. Beaucoup de choses dépendent de la réaction de l'OTAN. La rapidité, la force,
le niveau d'application des États-Unis et la manière dont les chaînes logistiques sont organisées. Le moment de l'invasion est également un facteur. Nous avons supposé que la guerre en Ukraine se poursuit pendant que la Russie envahit, mais Poutine pourrait attendre la fin de cette guerre, en supposant qu'elle se termine dans un délai compatible avec ce dont Poutine a besoin pour mener une invasion de l'Estonie. Nous avons également fait une autre supposition, que la Russie serait même capable d'envahir l'Estonie avec une force suffisamment puissante. Ce n'est pas garanti, surtout que la guerre en Ukraine a déjà causé tant de problèmes à la Russie. Comme les guerres en Ukraine et dans le Golfe Persique l'ont clairement démontré, la guerre moderne se mène de plus en plus à longue distance. En Ukraine, l'utilisation omniprésente de drones FPV et de drones de moyenne portée a fait que les lignes de front sont devenues une vaste zone grise s'étendant sur des dizaines de kilomètres. Et rien n'est à l'abri, parfois jusqu'à 80 km derrière les positions avancées. Pendant ce temps, dans le Golfe Persique, la guerre se déroule en grande partie à des distances encore plus grandes. Des drones longue portée et des missiles de frappe à distance parcourent le ciel, attaquant des cibles situées à des centaines de kilomètres. Des avions ou des drones de veille radar aéroportés et de contrôle, appelés AEW/C, tournent dans la zone, fournissant les données cruciales pour le ciblage et la coordination de ces frappes. À mesure que les systèmes de détection et de déni aérien pour contrer ces menaces deviennent de plus en plus sophistiqués, l'armement offensif doit être efficace à des portées toujours plus grandes. Et maintenant, les États-Unis s'apprêtent à introduire un nouveau missile lancé depuis les airs qui étend la portée de l'armée américaine bien au-delà de tout ce qu'elle a jamais connu auparavant. L'arme à longue portée de l'armée de l'air, ou AFLRW. Le programme vise à déployer des variantes de nouvelle génération air-air et air-sol, avec une portée minimale de 1000 milles nautiques. Voici ce que nous savons à ce jour et comment cela pourrait offrir un avantage décisif, en particulier dans la région Indo-Pacifique. Comme mentionné, 1000 milles nautiques représentent une portée nettement supérieure à tout ce que les États-Unis ont actuellement en service en matière de missiles lancés depuis les airs. C'est plus de 10 fois la portée maximale de 93 000 offerte par les dernières versions du missile air-air à moyenne portée AIM-120 avancé, ou AMRAAM, et presque 50 fois la portée de l'AIM-9X Sidewinder, qui est d'environ 22 000. Pour être juste, les derniers missiles air-air des États-Unis augmentent considérablement la portée de ces piliers de l'armée américaine. Le nouveau missile tactique avancé interarmée, l'AIM-260 JATM, offre une portée maximale d'au moins 120 miles. Et le missile air-air à plus longue portée de la marine, l'AIM-174B, a une portée classifiée estimée à plus de 200 miles. Mais l'AFLRW vise à augmenter ces distances de 5 à 10 fois. En ce qui concerne les missiles air-sol, l'arsenal actuel des États-Unis a une portée nettement supérieure à celle de ces missiles air-air. Le missile anti-radar AGM-88 HARM n'a qu'une portée d'environ 150 km, et le missile de croisière standoff AGM-84 Slammer a une portée moyenne d'environ 270 km. Mais le missile de croisière longue portée AGM-158B JASSM-ER a une portée d'environ 1000 km. La variante anti-navire AGM-158C, Laramie, a une portée d'environ 925 km. Et le missile hypersonique air-sol AGM-183 ARRW atteint presque la portée de l'AFLRW, avec une portée de 1600 km. Cependant, à l'exception de l'ARRW, qui n'a pas encore été déployé opérationnellement, l'AFLRW dépasse la portée de l'arsenal actuel des États-Unis d'au moins un tiers. Et comme la guerre aérienne devient une affaire qui se joue de plus en plus à longue distance, cela pourrait faire toute la différence, surtout à Taïwan et autour de Taïwan. Un missile antiaérien avec une portée aussi extrême sera particulièrement bien adapté pour attaquer des avions critiques d'alerte avancée aéroportée, AEW, et de détection et de contrôle aéroporté, AEW-SC, des ravitailleurs et d'autres actifs aériens de grande valeur opérant à l'arrière. Jusqu'à présent, ces appareils opéraient plus ou moins en toute impunité, protégés par des couches de défense aérienne qui sont bien au-delà de la portée des missiles air-air américains actuels. Mais ce n'est plus le cas. L'US Air Force a prévu une journée de rencontre avec l'industrie consacrée à l'AFLRW à la fin du mois d'août sur la base aérienne d'Eglin en Floride pour lancer le projet. L'événement est classé secret et vise à mobiliser les industriels de la défense dans le but de faire construire l'AFLRW le plus rapidement possible. L'AFLCMC de l'US Air Force, le centre de gestion du cycle de vie de l'armée de l'air, recherche la prochaine génération de variantes d'armes à longue portée lancées depuis les airs, afin d'élargir la capacité des États-Unis à frapper rapidement et à grande distance des cibles prioritaires aériennes, terrestres et maritimes.
indique l'avis concernant l'événement. L'objectif est de développer deux variantes, un missile air-air, AA, et un missile air-sol, AS, avec une attention initiale portée sur la variante AA. Selon l'avis, les deux variantes AFLRW auront une portée minimale de 1000 milles nautiques et seront capables de frapper leurs cibles AA respectives, et des cibles AS dans les environnements des scénarios de planification de défense 2.1 et 7.1 de manière réactive. L'avis souligne également la nécessité de composants modulaires et de systèmes à architecture ouverte, ainsi que de trouver un intégrateur principal pour assembler les différents éléments en un missile complet ou en une munition complète. Ce n'est pas la première fois que les États-Unis envisagent des missiles lancés depuis les airs avec une portée étendue, bien que la portée de l'AFLRW soit environ 3 fois supérieure à tout ce que les États-Unis auraient envisagé auparavant. L'armée de l'air a failli adopter un missile à longue portée et à grande vitesse, conçu pour engager à la fois des cibles aériennes et de surface pendant la guerre froide. Cependant, la portée maximale de ce missile, baptisé le missile avancé stratégique lancé depuis les airs, au ASALM, était toujours estimé à seulement 300 miles, soit 260 milles nautiques. À l'ère post-guerre froide, les États-Unis avaient également expérimenté d'autres variantes de missiles lancés depuis les airs à longue portée, comme le missile à double rôle de domination aérienne ou JDR-ADM. Ce concept, dirigé par la Marine entre 2008 et 2010 environ, était destiné à remplacer à la fois l'AIM-120 et l'AIM-9. Cependant, il mettait l'accent sur la performance cinématique et la maniabilité plutôt que sur une portée d'engagement extrême, avec des capacités projetées probablement limitées dans la région de 54 à 81 milles nautiques. Dans les années 2010, le JDR-ADM a évolué vers le programme Next Generation Missile, ou NGM, aujourd'hui abandonné, qui visait une portée d'environ 86 à 108 milles nautiques. Plus récemment, la Long Range Engagement Weapon, ou LRU, a été le précurseur direct de l'AIM-260 JATM et potentiellement de l'AIM-174B. Son objectif de conception était d'atteindre une portée d'environ 108 à 200 milles nautiques. Plus tôt, en 2026, la Marine a lancé son propre appel pour un missile anti-radar à longue portée capable d'engager des cibles aériennes et de surface, baptisé Missile avancé de suppression d'émissions, ou AESM. Cependant, la Marine n'a pas précisé quelle serait la portée souhaitée pour cette arme. Donc, les États-Unis cherchent clairement à développer un puissant missile aéroporté à longue portée depuis des décennies, mais jamais à l'échelle de l'AFLRW. En effet, il ne semble jamais avoir été question, du moins publiquement, d'une portée approchant les 1000 milles nautiques pour aucun de ces programmes. Cependant, l'armée de l'air a publiquement évoqué la possibilité de missiles anti-aériens avec des portées allant jusqu'à 1000 miles dans un rapport au Congrès en décembre 2024. Des armes anti-aériennes avec des portées dépassant les 1000 miles et soutenues par des capteurs spatiaux mettront en danger des avions comme les ravitailleurs, qui opéraient traditionnellement en toute impunité, a déclaré le rapport 2024 de l'armée de l'air. Mais cela était envisagé comme faisant partie d'un écosystème de menaces que la Marine prévoyait de voir se former d'ici 2050. À première vue, l'intention est désormais de mettre l'AFRW en service dans les prochaines années. Alors pourquoi cette urgence accrue? C'est la même réponse face aux capacités croissantes des adversaires des États-Unis, et en particulier un qui a investi énormément d'efforts et d'argent dans l'AEW, la détection et le contrôle aéroporté, et les défenses aériennes à longue portée, la Chine. La Chine a considérablement élargi sa flotte d'AEW et de détection et de contrôle aéroporté, ainsi que ses capacités d'interdiction aérienne à longue portée ces dernières années, passant d'une force régionale limitée à une force capable de projeter sa puissance loin dans le Pacifique occidental. Ce qui est particulièrement préoccupant, c'est que l'Armée populaire de libération, ou APL, a multiplié par 6 à 8 sa capacité d'AEW et de détection et de contrôle aéroporté au cours de la dernière décennie. Ce faisant, ils ont créé la flotte la plus moderne et la plus diversifiée au monde, juste derrière celle des États-Unis. La Chine a lancé la production en série de son KJ-500 à turbopropulseur, véritable cheval de bataille, et compte désormais plus de 60 unités en service. 40 dans l'armée de l'air et plus de 20 dans la marine. Le radar numérique avancé du KJ-500 lui permettrait, selon les rapports, de détecter des cibles furtives à des distances comparables à celles d'appareils plus grands. Plus préoccupant encore, la Chine a également introduit le KJ-600, un avion de guet aérien et de contrôle embarqué sur porte-avions, similaire à l'E-2 Hawkeye américain. Cet avion permet aux groupes aéronavals chinois de disposer d'une couverture radar longue portée organique, ce qui étend considérablement leur portée défensive et offensive au-delà de la portée des radars embarqués sur les navires. Mais ces capacités sont sur le point de s'étendre encore davantage.
la Chine développe le KJ-3000 pour remplacer son vieux KJ-2000. Le nouvel avion est conçu pour offrir une meilleure efficacité énergétique, une plus grande endurance et une puissance radar supérieure. De plus, le WZ-9 de haute altitude et le KJ-700 avancé sont déployés pour détecter les avions à faible signature et gérer des environnements de combat complexes. En outre, de nouveaux avions de mission spéciale comme le Y-9DZ et le Y-9LG combinent les fonctions d'alerte avancée et de contrôle aérien avec de puissantes capacités d'attaque électronique et de collecte de renseignements. Ces avions sophistiqués permettraient à la Chine de détecter, brouiller et géolocaliser simultanément les adversaires et leurs émissions lors d'une seule mission. Ces développements ont considérablement réduit l'énorme avantage des États-Unis en matière de surveillance et de renseignement sur le champ de bataille. Mais la Chine a également développé des armes offensives et défensives à longue portée pour contrer les menaces à des distances de plus en plus importantes. Et il déploie déjà des missiles à longue portée lancés depuis les airs qui peuvent égaler ou même surpasser la FRW. Le Changjiang-20 ou CG-20 est un missile de croisière lancé depuis les airs et transporté par le bombardier H-6K. Et il a une portée estimée entre 1500 et 2000 km. Cela correspond directement à la limite inférieure de l'exigence AFLRW, donnant au H-6K la capacité de frapper des cibles lointaines après avoir volé loin dans le Pacifique. La Chine dispose également déjà d'une variante aéroportée de son missile balistique hypersonique anti-navire YJ-21, adapté pour être utilisé avec le bombardier H-6K. Il a une portée d'environ 1500 km et des vitesses allant de Mach 6 à 10, soit environ 7200 à 12200 km/h. Bien que sa portée soit légèrement inférieure à celle prévue pour l'AFLR, sa vitesse hypersonique en fait une menace majeure pour les groupes de porte-avions. La Chine travaille également activement à la miniaturisation de ces systèmes pour des avions tactiques plus petits, comme le J-10, étendant ainsi la portée des missiles hypersoniques à longue portée au-delà des bombardiers stratégiques. Donc, à cet égard, les États-Unis sont en quelque sorte en train de rattraper leur retard, tout comme le reste de l'OTAN. En dehors des États-Unis, au sein de l'Alliance, des missiles similaires à l'AFRW sont encore en phase de développement. ELSA, l'approche européenne de frappe à longue portée, est un effort collaboratif qui inclut un projet bilatéral entre le Royaume-Uni et l'Allemagne pour développer un nouveau missile de croisière avec une portée supérieure à 2000 km. Et le futur système de combat aérien, ou FCAS, SCAF, en cours de développement par des pays comme la France, l'Allemagne et l'Espagne, inclut des plans pour des armes de nouvelle génération à longue portée, bien que les données précises sur la portée restent classifiées. Maintenant, si vous cherchez les dernières actualités militaires et géopolitiques expliquées de façon à ce que vous compreniez non seulement ce qui s'est passé, mais aussi pourquoi c'est important, c'est exactement ce que nous vous proposons chaque jour ici dans l'émission militaire. Alors, abonnez-vous à la chaîne pour toujours rester au courant de l'actualité. Maintenant, ce n'est pas seulement dans la portée de ses missiles offensifs à longue portée que la Chine a l'avantage. Elle a également développé des missiles anti-aériens défensifs capables d'atteindre plus de 1000 milles nautiques. Le HQ-19 est le principal système antimissile antibalistique exoatmosphérique de la Chine, ou ABM, comparable au THAAD américain. Il a une portée d'interception confirmée d'environ 1620 milles nautiques. Bien qu'il s'agisse principalement de systèmes ABM, ses performances radar et cinématiques contribuent également de manière significative à la déni aérien contre des menaces à haute altitude telles que les avions AWACS américains, les avions de chasse, les bombardiers et les missiles entrants. Mais il y a clairement des membres de l'élite de l'APL qui voient la nécessité d'un missile équivalent à l'AFLRW, quelque chose conçu spécifiquement pour cibler des actifs de grande valeur comme les avions AEW, AEWSC et les bombardiers. Des chercheurs chinois ont publiquement proposé un nouveau missile hypersonique sol-air avec une portée d'environ 1080 milles nautiques. Et cela change la donne pour les États-Unis. Cela signifie que les missiles de frappe à distance des États-Unis ne peuvent plus être tirés depuis des distances de sécurité, c'est-à-dire en dehors de la portée des défenses aériennes chinoises. Les bombardiers et chasseurs américains devraient entrer dans la portée effective des missiles longue portée chinois pour lancer leurs propres missiles. En fait, cela signifie que les missiles actuels de frappe à distance des États-Unis ne sont plus vraiment des armes de frappe à distance. C'est pourquoi il y a une urgence croissante aux États-Unis à développer un missile capable de rivaliser la capacité actuelle de la Chine à atteindre les atouts les plus précieux des États-Unis à des distances de plus de 1000 milles nautiques, ainsi que la flotte croissante d'AEW, d'AEWNC et de ravitailleurs de la Chine rendent cela impératif, surtout quand on considère les distances entre les bases américaines et les alliés à Taïwan. La distance entre les bases américaines sur l'île japonaise d'Okinawa et Taïwan est d'environ 390 milles nautiques. Plus loin, la distance entre la base aérienne d'Andersen à Guam et Taïwan est d'environ 1500 milles nautiques.
Cela signifie que les avions armés de l'AFLRW survolant la mer de Chine orientale ou l'extrémité nord de la mer de Chine méridionale devraient être capables d'engager des cibles avec des centaines de missiles à l'intérieur du territoire chinois à condition que des données de ciblage appropriées soient disponibles. L'AFLRW offrirait également à l'armée de l'air un moyen d'abattre les avions aéroportés AEW et AEW-NC, les ravitailleurs, les bombardiers, d'autres avions de surveillance et de reconnaissance et potentiellement même des avions de chasse tactique pris au dépourvu. De plus, les missiles pourront le faire sans nécessairement alerter les cibles qu'elles sont visées, du moins jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour s'échapper. Engager des cibles à de telles distances réduit également considérablement le besoin de projeter la puissance aérienne tactique et les avions de soutien très en avant au cœur de la zone de danger, en particulier lors des premières phases d'un conflit. En éliminant les aéronefs essentiels jouant un rôle de multiplicateur de force avec des missiles longue portée, la survivabilité des dispositifs aériens traditionnels de lutte contre les menaces aériennes serait grandement améliorée. Les missiles AFLRW offriraient également aux avions de l'US Air Force un autre avantage potentiellement décisif. Une flexibilité accrue pour engager des cibles plus proches du front tactique, mais éloignées de leur trajectoire de vol actuelle. Dans le Pacifique, les zones de combat actives dans les airs ou à la surface pourraient facilement être disséminées sur des milliers de miles carrés. Les missiles AFLRW permettraient aux États-Unis de couvrir toute la zone sans devoir envoyer des avions dans chaque secteur. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi, malgré tant d'avantages immédiats, le développement de missiles à très longue portée lancés depuis les airs a été si limité. On pourrait penser qu'avec l'augmentation constante de la portée des conflits, le développement de ces missiles serait une priorité absolue. Eh bien, comme le montre l'urgence des plans des États-Unis pour l'AFLRW, c'est effectivement une priorité, mais ce n'est pas une tâche si facile à accomplir. Les missiles à très longue portée lancés depuis les airs présentent un ensemble unique de défis de développement. Pour commencer, à de telles distances, il existe d'importantes contraintes de propulsion et d'aérodynamique qu'il faut surmonter. Atteindre de telles portées extrêmes nécessite en réalité de dépasser les moteurs fusées standards utilisés dans les missiles air-air actuels. Les moteurs à propergol solide traditionnels utilisés pour propulser ces missiles s'épuisent rapidement, laissant les missiles dépendre de leur énergie cinétique pour le reste du vol. Et cette énergie se dissipe rapidement sur 1000 milles nautiques à cause de la traînée atmosphérique. Pour combler cette lacune, l'AFLRW nécessitera probablement des architectures à plusieurs étages, similaires à celles des missiles balistiques lancés depuis les airs. Sinon, une propulsion avancée par statoréacteur ou superstatoréacteur serait probablement nécessaire pour maintenir des vitesses hypersoniques sur de longues durées. Comme pour tous les missiles hypersoniques, il y a également un défi majeur lié à la gestion de la charge thermique. Maintenir un vol à des vitesses hypersoniques de Mach 5 et plus, sur plus de 1000 milles nautiques, génère un échauffement aérodynamique extrême. Pour éviter une défaillance structurelle et protéger les composants électroniques internes essentiels, des matériaux réfractaires avancés et des systèmes de refroidissement actifs sont nécessaires, ce qui augmente considérablement le coût de production et la complexité. Parcourir une telle distance nécessite également de grandes quantités de carburant, ce qui rend le missile assez volumineux et particulièrement lourd. Cela va probablement limiter l'éventail des aéronefs capables d'emporter l'AFLRW. Il sera probablement uniquement lançable depuis des bombardiers stratégiques comme le B-21 Raider ou le B-52. L'arme sera probablement tout simplement trop grande pour les soutes internes et trop lourde pour les pylônes externes des chasseurs plus petits, sans sacrifier leur portée ou leur maniabilité. Maintenant, ces défis de conception ne concernent pas seulement les États-Unis. Les concepteurs chinois, russes, nord-coréens, iraniens et tous les autres concepteurs de missiles longue portée lancés depuis les airs doivent faire face aux mêmes contraintes de physique et de chimie. Mais il y a un autre problème crucial qu'il faut également surmonter pour que l'AFLRW soit vraiment efficace. Le problème du guidage en tir à l'aveugle. À 1000 milles nautiques, des cibles comme des avions ou des navires peuvent se déplacer sur des centaines de milles pendant le temps de vol du missile. Le radar de l'avion de lancement ne peut pas voir la cible à de telles distances en raison de la courbure de la Terre et des limites de l'horizon radar. Donc, à cette distance, le missile ne peut pas compter sur le guidage radar actif tir et oubli depuis la plateforme de lancement. Le guidage de la cible devra être mis à jour pendant qu'il est en vol. Ces mises à jour en cours de trajectoire devront être transmises par des capteurs externes situés sur des satellites, des drones ou d'autres avions. Et cela nécessite une liaison de données robuste et résistante au brouillage, capable de survivre dans un environnement de guerre électronique contesté, ce qui pourrait exiger une mise à niveau des capacités des systèmes de liaison de données existants des États-Unis. Heureusement pour les États-Unis, c'est un domaine dans lequel ils disposent déjà des meilleures capacités de toutes les armées de la planète.
Manœuvrer le missile dans la bonne zone générale pour une frappe ne devrait pas être trop difficile. Mais il y a encore un domaine où une frappe de précision à des distances extrêmes représente toujours un défi technologique sérieux, la sensibilité de la tête chercheuse pendant la phase terminale. Lorsque le missile atteint la zone cible, son chercheur embarqué doit acquérir une cible spécifique au milieu du fouillis et des contre-mesures, et cela de manière autonome, sans aide extérieure. L'AFLRW a donc besoin de chercheurs dotés de la sensibilité et de la puissance de traitement nécessaires pour distinguer des cibles de grande valeur, comme des ravitailleurs ou des AWACS, des leurs. Et cela est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. En fait, ce que ces défis révèlent à propos de l'AFLRW, c'est qu'il ne peut pas vraiment être considéré comme une arme autonome. Il dépend entièrement d'un système que beaucoup considèrent comme étant au cœur de la guerre du futur, un kill web fortement interconnecté. Ce kill web regroupe des capteurs tertiaires et d'autres éléments de soutien au sein de vastes réseaux interconnectés. Elle s'étend dans les domaines aériens, terrestres, maritimes, spatial et même dans le cyberespace et intègre des moyens provenant de l'ensemble de l'armée américaine, pas seulement de l'armée de l'air. Pour que l'AFLRW engage avec succès, il faut une fusion en temps réel des données provenant de cette toile afin de suivre les cibles mobiles à travers les vastes théâtres du Pacifique ou de l'Europe. Bien sûr, ce processus n'est pas non plus sans défi. Si la Chine parvient à brouiller avec succès les communications ou à détruire des nœuds capteurs clés comme les AWACS américains ou les satellites, le missile perdra sa capacité à mettre à jour sa trajectoire, ce qui le rendra inefficace contre des cibles manœuvrantes. Cela déplace le point de blocage du matériel du missile vers la résilience du réseau de commandement et de contrôle dans son ensemble, créant une myriade de nouveaux défis bien au-delà du missile lui-même. Mais en réalité, la FLRW devrait être capable d'imposer le même dilemme aux Chinois, éliminer les avions chinois d'alerte avancée et de détection et de commandement aéroportés, ainsi que d'autres capteurs clés comme les installations radars, auraient le même effet, compromettant son réseau de commandement et de contrôle et affectant négativement le guidage de ses propres missiles longue portée. Et cela peut faire toute la différence dans un conflit dans l'Indo-Pacifique. Tout cela indique un avenir où la distance par rapport à la cible devient une variable de plus en plus marginale, où des frappes de plus en plus précises et de portée toujours plus longue deviennent la norme. Ou, de façon plus pertinente peut-être, cela annonce une nouvelle ère de guerre en réseau, où le kill web règne véritablement en maître. Nous vous tiendrons bien sûr informés dès que de nouveaux détails sur l'AFLRW seront révélés. Alors assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour être les premiers à en entendre parler. En attendant, regardez cette vidéo sur un autre missile américain lancé depuis un avion qui pourrait changer le combat aérien à jamais.